Salut Salvatore, merci de nous accueillir ici à la RAL La Louvière. C'est ta nouvelle aventure entrepreneuriale. Salvatore, peux-tu nous dire les 5 points qui différencient Easy des concurrents? Donc ça fait la 8e année qu'on est nommé Best Workplace. Ok, aujourd'hui la société est valorisée à combien? On ne peut pas avoir un rapport de force avec ses collaborateurs. Il doit avoir des règles. Pourquoi avais-tu besoin de 1,5 million d'euros pour fonder une société? Et donc moi j'ai toujours été un peu le chef de bande, défenseur de ma tribu, un peu bagarreur sur les bords. Tous ceux qui ne connaissaient pas les salaires de Salvatore, on le saura tout de suite. Quel était ton salaire quand tu étais directeur de Easy? Avant toute chose, j'aimerais en fait mettre le spectateur dans le bain. Et j'aimerais parcourir toute ta carrière professionnelle, par quoi tu as démarré, ensuite par Easy et enfin la RAL. Alors, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans comme analyste programmeur. Donc j'ai fait un graduat en informatique, 2 ans, de 18 à 20 ans. Donc c'était quand même jeune, commencer à travailler à 20 ans, c'est quand même jeune. Quand même, j'étais en même temps joueur au Sporting de Charleroi, en division 2 nationale. C'était quand même pas mal. Et voilà, on pourrait même parler, on en parlera peut-être tout à l'heure, de mon enfance, qui a quand même été extrêmement importante, puisque je suis chef de bande, j'ai toujours été un chef de bande. Mes parents sont d'origine sicilienne, ils sont venus en Belgique, j'habitais une cité, on était toujours dehors en train de jouer, et donc moi j'ai toujours été un peu le chef de bande, défenseur de ma tribu, un peu bagarreur sur les bords quand c'était nécessaire. En même temps, j'étais assez brillant aussi à l'école. Tout ça, ça a eu des influences évidemment sur ma carrière. Ou plutôt, on sentait déjà quand j'étais jeune que j'allais avoir peut-être une carrière, pas d'entrepreneur, mais une carrière de manager certainement. Donc graduat en informatique, informaticien pendant 5 ans, chef de projet, et je suis... En tant qu'employé, d'accord. Et en tant qu'employé. Et je suis joueur au Sporting de Charleroi. On monte en division 1. Tu étais au Sporting pendant la division 2 et on monte en division 1. Okay. En division 1, donc on joue contre Bruges, Anderlecht, Standard. Je continue à... On parle de quelles années là? On parle entre 20 et 25 ans. Donc 83, 88 au Sporting de Charleroi. Donc si on tape sur internet Salvatore Curaba, Sporting Charleroi, on va trouver des photos. Normalement, on va trouver des photos, peut-être des vidéos. J'étais polyvalent, donc j'étais capable de jouer demi, milieu et défenseur. J'étais pas un brillant joueur. C'est pas grave, on continue, c'est YouTube. J'étais pas un brillant joueur, mais quand même j'ai joué 70 matchs en division 1. Et surtout, je continuais à travailler, donc j'allais travailler pendant la journée, puis le soir, on allait s'entraîner. Division 1, ça veut dire quand même du travail à temps plein, comme tes joueurs ici. Oui, mais à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était il y a 40. C'était 40 ans. Donc les équipes n'étaient pas toutes professionnelles, nous on était semi-professionnels. Donc voilà. Après, ils m'ont demandé, l'équipe est devenue professionnelle, ils m'ont demandé de devenir professionnel, et probablement parce que je sentais que je ne serais jamais un grand joueur et que le football oui, ça me passionnait, mais c'était pas... Tu gagnais déjà un salaire avec le club? Bien sûr, je gagnais à l'époque, je gagnais. On peut en parler. Après, je vous parlerai de ce concours. Je gagnais, ma dernière année, j'ai eu un contrat de 1 million de francs belges. Par mois. Par an. Par an. 1 million de francs belges. 20 000 euros, quoi. 20 000 euros par an. J'étais content, moi. Donc, 1 million de francs belges par an garantis. Et cette année-là, comme on a fait une bonne saison, j'ai gagné 1 million de francs belges. Ça veut dire 45 000. Ça veut dire 1 million 2, ça veut dire... je me souviens que je gagnais 100 000 francs belges avec le foot, à peu près. C'était beaucoup, 100 000 francs belges, vraiment. Moi, j'étais fier de gagner 100 000 francs belges, et en plus, j'avais mon métier. Attends, tu parles du net ou du brut? Parce qu'en Belgique, c'est fort différent. Brut. Mais quand même, avec mon métier d'informaticien, j'arrivais presque à avoir 100 000 francs nets par mois. Et tu décides d'arrêter le foot, malgré cela?
Je décide d'arrêter le foot, pas tout à fait, puisque je rejoue en Division 3, je retourne à la Halle, parce qu'avant d'aller au Sporting, j'étais un joueur de la Halle, puisque j'habite à la Louvière, et j'avais commencé à 8 ans jusqu'à 18 ans à la Louvière, puis je suis parti au Sporting de Charleroi. Et je suis revenu à la Halle pendant 2 ans, en Division 3. Mais là, j'étais... Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que je décide d'arrêter le Sporting et je change de métier. Je deviens commercial dans l'informatique et je vais travailler à Bruxelles. C'est quand même un changement de vie considérable. Je suis programmeur, je travaille à Charleroi et je suis joueur au Sporting de Charleroi. Donc, vous devez imaginer un joueur de Division 1 Sporting de Charleroi. Et j'arrête ça et je deviens vendeur dans une société à Bruxelles et je descends en division 3. Mais bon, ma carrière de football était derrière moi et je commence comme vendeur, ça se passe bien. Je joue 2 ans à la Louvière et puis je vais 1 année au stade Leuven en division 2 pour vraiment encore améliorer mon néerlandais. Et puis à 28 ans, j'arrête de jouer. J'ai eu un problème au genou, j'arrête de jouer et j'hésite, est-ce que je vais devenir entraîneur ou pas. Je sais que je suis un meneur d'hommes, est-ce que je deviens entraîneur ou pas. J'ai eu mon diplôme après 2 ans du FAB pour pouvoir entraîner. Et non, je deviens sales manager là dans ma boîte, donc vendeur, sales manager. Et puis je travaille encore 5 ans dans cette boîte. Et à quelques mois de devenir directeur général de la société à Bruxelles, 100 personnes. Voilà. Quel chiffre d'affaires à ce moment-là? Je me souviens parce que c'était encore en francs belges. Donc, et je pense on allait arriver à... Non, je ne sais plus. C'est confusion francs belges. Mais on était 100 personnes, société très, très performante. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Et j'ai 35 ans. 35 ans, je suis marié depuis quelques années. J'ai ma fille Céline qui a 5 ans. J'ai Stéphane qui a 2 ans. Je suis installé dans une belle maison ici à Saint-Va. J'habite toujours Saint-Va. Belle villa que j'avais fait construire. Et je suis tout en haut de la pyramide, donc 100 personnes, 35 ans. Et j'essaie d'arrêter la IBS pour 2 raisons. Je ne peux pas devenir actionnaire. Et pourquoi je veux devenir actionnaire? Parce que je suis quelqu'un de loyal. Je sais que j'allais me donner à fond pour cette entreprise pendant des années, presque jusqu'à ma pension. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer à 65 ans? Et un des directeurs était tombé malade, un peu plus âgé, tombé malade, il avait 60 ans. Et on était en train de l'écarter. Donc, je trouvais ça injuste qu'on travaille toute une vie dans une entreprise et que finalement, à la fin, on n'est pas grand-chose. Et j'ai dit non, je ne peux pas être dans ce mode-là. Et la deuxième raison, c'est que je n'étais pas le numéro 1. Il y avait le directeur belge, c'était une société qui était à Gand et à Bruxelles. Et puis il y avait la maison mère en Suède. Et moi, je voulais être... pouvoir décider, je voulais diriger la boîte comme je voulais. Tu voulais avoir le parti créatif de la société? Peut-être je ne suis pas un créatif, mais j'ai des convictions et à un certain moment, je prends des directions et je n'ai pas envie qu'on me dise il ne faut pas prendre cette direction. Et voilà, et donc j'ai fondé Easy, cofondé, on était 2. Avec qui? Christian Castelin. Que tu as connu chez ISB aussi? Qui était chez IBS avec moi. Et puis j'ai racheté les parts, j'y reviendrai, j'ai racheté les parts de Christian 10 années plus tard. Et donc on décide d'avoir un capital à l'époque je crois que c'était encore en francs belges, 20 millions de francs belges, donc 500 000 €, mais je n'ai pas cet argent, donc je dois faire un crédit pour fonder Easy et on met la villa que j'avais construite en hypothèque. Courage, courage. Surtout être directeur général, laisser tomber pour fonder son entreprise, mettre sa maison en hypothèque, surtout que tout va bien, je suis un papa heureux, je suis un directeur heureux, tout allait bien. Bon, et voilà quoi. Donc, ta famille était derrière toi? Mon épouse était
Derrière moi, oui, oui. Non, elle était derrière moi, oui. D'accord. Et pourquoi... Je suis toujours marié avec elle, d'ailleurs, après plus de 30 ans ensemble. Quoi. Et elle a du caractère, hein, je peux vous dire. C'est dur. On peut garder ça. C'est ton côté émotionnel, moi j'adore. C'est dur comme tout, mais c'est tellement magnifique de vivre autant d'années avec on est tellement complices, mais elle a un fameux caractère. Quoi. Donc, oui. On peut garder ça là dans la vie. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il y a le côté émotionnel qui ressort, j'adore ça. Et donc on fonde Easy. Pourquoi avais-tu besoin de 1,5 million d'euros pour fonder une société en informatique? Parce qu'on voulait réussir. Réussir, ok, mais cet argent-là allait servir à quoi? Il fallait des bureaux. On voulait vite grandir. On ne voulait pas être 5 personnes. On voulait être très très vite très grand. On savait qu'on allait avoir besoin d'un comptable, du louer des bureaux à Zaventem. On voulait tout de suite préfinancer la croissance. Donc on n'a pas voulu prendre de risques. On n'avait pas envie de devoir courir après de l'argent. 500 000 euros. Et puis voilà. 2 personnes devaient nous suivre, des business angels. Et puis finalement, ils ne nous ont pas suivis, n'ont pas osé. Tant mieux, tant mieux. Dans tous les cas, tous ceux qu'on connaissait dans le business savaient qu'on allait réussir. C'était évident, c'était facile de réussir. J'ai dû travailler beaucoup, mais c'était évident de réussir, vraiment. D'accord. Easy allait fabriquer quel produit? C'est quoi la valeur ajoutée d'Easy? En fait, quand on est dans l'informatique, donc, quand j'étais chez IBS, on avait 3-4 solutions. Et en fondant une nouvelle société, on n'avait pas de solution. Donc, mais par contre, on avait un réseau, on savait qu'on était compétent, on avait l'expérience. Et donc au début, on a surtout fait du body shopping, donc vendre de la consultance. Du coup, les 1,5 million ne servent pas à grand-chose. Oui, mais en parallèle, on devait déjà construire la solution qu'on voulait vendre, le logiciel de comptabilité. Donc on devait investir dans un logiciel de comptabilité. Et puis on vendait également du matériel IBM qui s'appelait l'AS400, mais on devait le prépayer pour le vendre. Donc on avait besoin du cash. On s'est payé également, on se payait tout de suite, on s'est payé. De mémoire, on avait un salaire à l'époque, je dirais, de 80 000 euros, 90 000 euros. On se facturait 7 000 8 000 euros, 9 000 euros par mois, ou 10 000 euros, je ne me souviens plus. Je crois que c'était 8 000 euros. On parle de quelle année là en fait? Donc on était en 80, on a fondé Easy en 2000. Il y a 20, attendez, je suis perdu dans les années, hein, donc il y a 20 ans, donc c'est en 1999 on a fondé Easy. Donc c'était juste avant. L'euro, c'est quoi? C'est l'euro de 2001, 2002, donc c'était juste avant l'euro, quoi. Donc, et d'ailleurs, on n'a même pas pu profiter. On n'a pas pu profiter du bug de l'année 2000. Donc, il faut savoir que il y avait le bug de l'année 2000. Toutes les sociétés informatiques croulaient sous le travail, mais nous, on est arrivé un peu tard. Et grâce à ça, on a dû investir dans d'autres solutions. Et au final, c'était une opportunité. Après, l'euro est arrivé. Et puis on a démarré. Et donc on avait besoin d'argent pour investir dans les solutions. Et puis on a tout de suite grandi, très très fort. Donc juste pour résumer, un petit débrief. Donc ici, les 1,5 million ont servi pour créer le nouveau logiciel comptable. Entre autres. C'était pour se donner les moyens de réussir. C'est ça. Et on n'a jamais été en difficulté de trésorerie. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. Je pense que c'est un super conseil, c'est que quand quelqu'un lance une nouvelle activité entrepreneuriale, c'est avoir assez de sous derrière pour se sentir confortable, à l'aise et n'est pas... il ne faut pas tomber dans le confort, il ne faut pas dépenser ces sous-là, hein, mais il faut avoir cette sérénité. La sérénité. Mais bon, j'ai fait un crédit et j'ai mis la maison en garantie. Donc, mais après, on était tout à fait relax. On n'a jamais dû courir après de l'argent. Évidemment, on était très strict avec les paiements des clients, très très strict, parce qu'on était prudent. Et on a eu la chance que la société était profitable. Dès la première année, la société a été profitable. Je reviens un tout petit peu en arrière. Oui. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ton ancienne boîte, le IBS? IBS. Quel conseil peux-tu donner à IBS pour ne pas perdre de talents comme toi?
C'est ce que je fais maintenant chez Easy. Donc chez Easy, on fait deux choses. Trois choses qui pour moi sont importantes. C'est donner vraiment des perspectives à tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, quand on recrute un jeune potentiel, il a la possibilité peut-être après 10 ans de devenir CEO, puisque les CEO actuels savent qu'à l'âge de 52 ans, ils devront quitter leur fonction de CEO. Pourquoi 52? C'est quoi ce chiffre? 52, ça aurait pu être 53, 51, c'est parce que moi-même, moi j'avais 54, parce qu'on considère que 52, 53 ans, on est un peu moins performant, et donc on doit donner la place à des plus jeunes, qui ont plus de courage, plus d'énergie, qui ont plus envie, et voilà. Quoi. Mais donc, tu ne tombes pas dans le même piège qu'avec la société IBS, où tu avais peur qu'on mettait à la porte des gens, on les mettait déjà en prépension? Non, mais chez nous, le deuxième point, c'est que mes CEO, mes directeurs, mes managers sont tous actionnaires. Donc non seulement ils ont un salaire qui est extrêmement intéressant, des primes qui sont extrêmement intéressantes, ensuite ils reçoivent des dividendes importantes. Mais s'il a envie de continuer à travailler après 52 ans... Il peut rester, il peut rester chez Easy, mais plus dans le comité de direction. Mais il peut rester chez Easy. Il doit faire autre chose, un métier de fonction de support. Ce n'est pas encore arrivé parce que les gens... Enfin, d'une part, la moyenne d'âge est très jeune, mais il y en a qui arrivent tout doucement à ça. Ils ont quand même bien gagné leur vie. C'est pas une question de ça, c'est une question de s'amuser. Peut-être qu'il s'amuse à son rôle de... Mais celui qui a envie... De conseil d'administration, il adore être directeur, il n'a pas envie de quitter son rôle. Il est performant, peut-être. Non, mais il peut pas barrer la route à des plus jeunes de lui que lui. Le principe de Easy, qui sont plus performants. Il doit laisser... il doit former son futur successeur. Toujours. Ça, c'est le rôle aujourd'hui d'un directeur, d'un manager, c'est de former ses successeurs. Et il a tout intérêt à mettre à sa place des gens plus performants que lui. Exact. Moi, je disais toujours, je pense que mon rêve, c'est de ne pas jamais partir à la retraite. Mais il ne faut pas partir à la retraite, on a d'autres projets dans la vie, quoi. C'est ça. Moi, j'ai un autre projet. Moi, j'ai rajeuni. Moi, depuis que je suis à la Halle, j'ai rajeuni, je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai moins mal au dos. Donc c'est quand même mieux d'avoir un autre projet et de réussir un nouveau challenge que de rester dans la même boîte, de prendre moins de risques et surtout de barrer la route à d'autres personnes. C'est ça. Donc le principe, c'est de ne pas rester dans une zone de confort et à un moment donné, après, je ne sais pas, 20, 25 ans d'expérience d'une boîte, se dire, OK, maintenant il est temps de passer le pouvoir à quelqu'un d'autre et s'occuper d'un autre projet, tout en ayant une bonne réserve si quelqu'un de 52 ans me dit « mais moi je reste chez Easy, mais je vais aller ouvrir une filiale aux États-Unis », bravo, on l'aide, mais il faut qu'il sorte de son contexte pour faire tout à fait autre chose. C'est une règle écrite, 52 ans? Comment? C'est une règle écrite au sein de Easy aujourd'hui, qu'à 52 ans, la personne doit partir. Donc ils ont mis au point un document de formalisation qui explique les conditions de départ. C'est ça, mais on y arrive à ça. Les conditions de départ, les conditions de vente d'actions et tout ça. Vente d'actions, oui. OK. La société IBS existe encore ou pas? Elle existe encore, mais je ne sais même pas s'ils ont... Quand on est parti, encore quelques années, ça a continué, et puis elle a périclité. Si on était resté chez IBS, aujourd'hui IBS serait une société très très importante, et Easy n'existerait pas. Heureusement finalement que ça n'a pas été possible et que j'ai pu créer la société Easy, quoi. Donc, Tout à fait. Je pense que c'est une bonne opportunité, une bonne circonstance. Mais par rapport à IBS, est-ce qu'ils existent encore? Ça, tu sais pas. Je pense qu'en Belgique, c'est quasiment fini, quoi. Donc, Logique, puisqu'il était parti de la société IBS. Non. Soyons fous. Comment est-ce que tu as pu avoir ton premier client chez Easy? Je ne me souviens plus qui était mon premier client. Mais dans tous les cas, on avait un réseau. Je travaillais dans ce secteur-là depuis 10 ans et on était très, très performants. Et donc, c'était très facile parce que j'étais vraiment un bon commercial, un bon sales manager et j'avais créé un réseau de confiance avec énormément de sociétés.
Évidemment, on espérait récupérer beaucoup plus de clients d'IBS, mais dans la pratique, on n'a pas récupéré autant de clients qu'on le souhaitait, on n'a pas récupéré autant de personnes d'IBS qu'on le souhaitait, et tant mieux, on a dû reconquérir des clients, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Quand on travaille dur, vraiment, Est-ce que tu as créé un Easy sur des défauts de ton ancien employeur? Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la société précédente, IBS, ne proposait pas certains services dans un certain domaine, Easy est venu pour occuper cette niche. Est-ce qu'on peut dire ça? En partie, mais surtout le logiciel de comptabilité. Moi, j'étais spécialisé dans la vente de logiciels de comptabilité. C'est vraiment un de mes dadas. Et j'ai voulu faire un logiciel de comptabilité qui allait devenir un des meilleurs logiciels de comptabilité de Belgique. Donc tous les défauts du logiciel qu'on avait, je les ai effacés. Et on remarque aujourd'hui, après 22 ans, Adfinity, la solution de comptabilité d'Easy, est un des leaders dans notre marché. Hein, les moyennes entreprises, ou plutôt les grandes, enfin comment on peut appeler ce secteur, donc la partie haute des moyennes entreprises, on est vraiment leader dans ce marché-là. Et ça, c'est l'expérience d'IBS qu'on a juste améliorée. Exactement. Donc, ce que je veux dire par cette question-là, c'est que souvent un employé devient entrepreneur sur base de défauts de son employeur. Et il a essayé de le faire au sein de la société dans laquelle il travaillait pour améliorer le processus, mais c'était compliqué parce qu'il y avait des budgets, parce qu'il y avait des CEO qui avaient des objectifs différents. Et finalement, il va sortir de là pour créer un nouveau produit qui réponde à cette demande-là de clients existants. Oui. Et alors, le premier client, il est facile à avoir, puisque vous ne marchez pas sur le pied de votre ancien employeur, ce qui n'est pas tout à fait clean. Oui, Par contre, vous rentrez dans une nouvelle niche que vous connaissiez. Vous avez proposé à votre employeur de la remplir, il n'a pas voulu. Vous sortez en tant qu'entrepreneur, vous faites peut-être une petite réserve d'argent au cas où, et vous vous attaquez à ce marché-là où vous avez l'expertise, les compétences. C'est une bonne manière pour le déclic entrepreneurial. Maintenant, on revient dans l'histoire sur Easy. Donc, tu as lancé cette société Easy. Et on a eu la chance que ça démarre tout de suite bien. On a vraiment grandi. On a développé des solutions au fur et à mesure. Allez, pendant 10 années, même s'il y a eu des hauts et des bas, on a toujours gagné de l'argent et on a toujours continué à grandir. Et puis tout doucement, après 10-11 années chez Easy, où on était une centaine, peut-être 120 personnes on était, mais déjà belle société. On n'était plus trop d'accord, Christian et moi-même. Sur la stratégie. Sur la stratégie. Parce que toi, tu voyais Moi, je voulais encore grandir. Et Christian voulait un peu moins grandir, je peux le résumer de cette manière-là. Dans tous les cas, on n'était plus trop alignés sur le futur, et donc un devait racheter les actions de l'autre. Et c'est moi qui ai racheté les actions de Christian. D'accord. Et à ce moment-là, Easy proposait des services dans quel domaine? Le logiciel comptable et aussi des consultances? Non, c'était presque fini. Le body shopping était fini. C'était l'infrastructure, donc la vente de serveurs, de réseaux. À l'époque, il n'y avait pas de cloud, hein, donc la vente de réseaux, d'S400, tout ce qui est ordinateur même qu'on installait et qu'on maintenait. Plus le logiciel comptable. Plus le logiciel comptable, et on était spécialisé aussi en Lotus Notes. Mais bon, c'est une solution de messagerie d'IBM qui s'appelait Lotus Notes, et on était numéro 1 en Belgique. Mais peu importe le produit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir une qualité de service irréprochable et surtout d'avoir une force commerciale très 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 importante. Le succès de Easy, évidemment, c'est la qualité des produits, la qualité des consultants. Mais nous sommes vraiment une machine de guerre au niveau de la vente. On a à peu près maintenant 50-60 vendeurs, des gens talentueux, qui comprennent les besoins, qui sont au service des clients, qui n'ont pas peur de prospecter. Et ça fait toute la différence. C'est la vente, la force de vente. Comment est-ce que tu pareil à la RAL, après on en parlera. Force de vente à la RAL. Comment est-ce que tu les embauches? Comment est-ce que tu les formes? Comment est-ce que tu les juges? Quels sont les KPI? On a essayé d'abord de recruter des vendeurs avec de l'expérience. Je parle d'Easy, hein, mais ça n'a jamais trop marché. Et puis on s'est dit non, on va devenir une école de formation de vendeurs. Aujourd'hui chez Easy, il y a peut-être 5-6 sales managers
qui étaient mes vendeurs à la base. Non, peut-être plus, non. Ce sont les CEO qui étaient mes vendeurs, qui sont devenus sales managers et maintenant CEO. Et donc un sales manager doit recruter 1 à 2 jeunes vendeurs par an et il les forme. Ça dure 1 an et il les forme. Et on est dans ce mode-là de formation permanente de nouveaux vendeurs. Okay. Est-ce que tu as une recette magique pour embaucher des bons sales managers? C'est quoi les aspects auxquels tu fais attention quand tu recrutes quelqu'un? Je pense qu'à la base, de toute façon, quelle que soit la personne qu'on recrute, on doit recruter une personne qui a des soft skills, des valeurs humaines, qui se rapprochent de tes propres valeurs humaines. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va quand même travailler, on va voir cette personne tellement souvent pendant la journée, pendant la semaine, que ça doit nous faire plaisir quand on voit la personne. En fait, il faut qu'une personne, quand on recrute une personne, il faut que quand vous la voyez, elle vous donne de l'énergie positive. Dès qu'une personne, vous sentez qu'elle va vous prendre de l'énergie au lieu de vous en donner, il ne faut pas la recruter. Et si jamais vous l'avez recrutée, il faut arrêter avec cette personne-là si elle ne change pas. En fait, il faut que toute personne dans une entreprise donne de l'énergie à ses collaborateurs. Et que ce soit, tout le monde donne l'énergie à tout le monde. C'est un peu subtil, tu vois, donner de l'énergie aux autres. Ça consiste en quoi? C'est le sourire. Donc, que chaque fois qu'ils réalisent quelque chose, ils me rendent fier. Donc, j'aime être fier de mes collaborateurs, j'aime quand ils m'épatent, j'aime quand ils ont une bonne idée, j'aime quand ils font un rapport qui est formidable. Je n'aime pas quand on bâcle un travail, quand on le néglige, quand on n'est pas qualitatif, quand on ne fait pas les efforts qui sont nécessaires. Est-ce que ça fait pas partie de la formation? Parce qu'au début, quand un jeune commence, il ne sait pas ce qui est attendu de sa part. Et donc, petit à petit, pendant 1 an, on peut le former pour dire, écoute, ça c'est un travail bâclé, j'aime pas ça. J'aime bien des initiatives, j'aime bien des idées. Oui, ça peut se former. Bien sûr, ça se forme, mais au départ, il y a l'ADN, hein, donc il y a des gens qui veulent faire toujours un travail de qualité, d'autres bâclent. Et c'est ça qu'il faut essayer de détecter lors du recrutement. Est-ce que la personne... Comment tu détectes ça? À travers des questions. Quelles sont tes 3 questions de base? Il y a longtemps que je ne recrute plus des personnes, mais quand même, je cherche des gens qui sont positifs aussi. Donc, il y a ce fameux sens des responsabilités, faire les choses bien. Il faut également avoir, je trouve, un esprit positif. C'est très difficile de travailler avec des gens qui sont pas positifs. Le monde n'est pas parfait. Bien sûr. Le monde n'est pas parfait, mais quand même. Lors d'une interview qui dure 1 demi-heure à 1 heure, est-ce que tu peux juger si une personne est positive ou pas? Oui, on lui dit, tiens, comment ça se passe dans ton job? Qu'est-ce que tu penses de ton ancien manager? Pourquoi tu as quitté? On a les réponses. Parfait. Voilà, ça ce sont des questions que... dans ta réponse, j'ai eu des exemples, et c'est ça que j'adore. Donc c'est vraiment les questions à poser lors de l'entretien d'embauche. On va tout de suite voir s'il critique ou pas son ancien manager, s'il critique ses collègues. Et puis il y a des questions sur... j'aurais peut-être dû préparer tout ça. Mais la notion de respect, comment ça se passe quand vous vous entendez pas bien, quand il y a un litige avec un de vos collaborateurs, comment ça se passe? Et on laisse parler. Donc, on retient cette question-là. Si on mettrait un petit bandeau de la liste des questions qu'il faut poser à l'entretien d'embauche, c'est quoi les autres questions que tu penses qui sont importantes? Comment il réagit quand il est en groupe. Enfin, ce sont toutes des questions de soft skills qui sont quand même pertinentes. Et on ne parle pas encore des compétences. Après, il y aura les compétences, mais les compétences, c'est moins grave. Mais d'abord, tout ce type de questions, comment lui considère l'équilibre vie familiale, loisirs et travail, qui nous explique comment il voit l'équilibre de ces trois éléments. Et on va tout de suite voir si le travail est important à ses yeux, oui ou non. Il peut toujours dire que le travail est moins important que la famille, ce qui est logique. Oui. Mais il doit dire que c'est aussi important, c'est assez important. Il ne doit pas négliger le travail par rapport à la famille.
Oui, pour moi, c'est la famille est la base de la pyramide, puis c'est le travail, et puis c'est les loisirs. Mais tout est important. Mais tout est important, mais quand même, le travail passe avant les loisirs. Et à travers des questions comme ça ouvertes, on voit la personnalité de la personne. Puis on voit si elle est authentique, si elle est sincère, si elle met un masque. Bon, j'ai peut-être la chance, et c'est peut-être ma plus grande force. C'est peut-être cette capacité à découvrir pas scanner, mais à découvrir des hauts potentiels et surtout à les rendre encore meilleurs. J'ai peut-être, c'est peut-être ma grande force. J'ai la chance, mais vraiment, que ce soit chez Easy, que ce soit à l'Aral, que ce soit au niveau sportif, j'ai la chance d'être entouré par des gens talentueux. Et j'ai la chance de pouvoir utiliser les bons mots, les bonnes phrases pour les rendre encore plus talentueux, plus heureux et meilleurs. Et ça, c'est juste unique, quoi. Donc, exactement. J'attire les bonnes personnes. Je pense aussi que c'est important, avoir ce don-là de détection de bonnes personnes positives. Parce que c'est ce mais après, de les aider à être meilleurs encore. Encore meilleurs, bien sûr. Quand quelqu'un travaille avec moi, il devient meilleur. Il devient une plus belle personne. Et il devient plus compétent. Exact. Est-ce que c'est grâce à ton expérience de bande quand tu étais jeune, tu t'es socialement développé, tu côtoyais d'autres personnes, c'est ce côté-là qui a permis de développer tes soft skills plus rapidement, qui t'a permis d'être plus fort par la suite? Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais j'ai toujours été comme ça. Et que quand on pose la question, mais est-ce que ce n'est pas votre carrière de foot qui vous a permis de devenir qui vous êtes? Non, non, en fait, je suis devenu joueur de foot parce que j'étais comme ça. J'ai toujours eu la chance d'être un peu leader et d'aider les gens autour de moi et de m'entendre vraiment bien avec les gens autour de moi. Je reviens encore une fois, le fil conducteur, c'est maintenant Easy. Tu as parlé du fait que 10 ans après que la société a été créée, tu te sépares de ton co-gérant, co-associé. Séparé, pas, hein, donc je rachète ses parts. Il faut savoir qu'il y avait déjà 3 autres actionnaires, on était déjà 5 actionnaires, 3 minoritaires plus Christian et moi. Donc on était déjà un peu dans le mode employé-actionnaire, mais ça allait rester à nous 5. Et moi je voulais l'étendre à plus de personnes. Et quand j'ai racheté les actions de Christian, je lui ai racheté les 45% d'actions. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Ça s'est moyennement, j'explique, ça s'est moyennement bien passé. Je lui ai racheté on s'était mis d'accord sur le prix. On s'est dit 20 millions. Sur quel principe? 20 millions de francs? Non, 20 millions d'euros. 1 million d'euros. 20 millions d'euros pour 45%. Ça se basait sur quoi? Un facteur multiplicateur de l'EBIT. C'était 8 fois. Plus l'ActiveNet. L'ActiveNet, tu parles du cash et de la comptabilité, du cash. Et ça, on avait dit, ça, c'est les comptables qui vont calculer ça. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on ne savait pas qui allait acheter, si c'était moi qui achetais, si c'était lui qui achetait. Au départ, il voulait vendre, puis il ne voulait plus vendre. Et puis, finalement, les managers, il n'y avait pas de directeur à l'époque, ont préféré que ce soit moi plutôt que lui. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être dans un mode de croissance. Ce n'était pas par rapport aux compétences, mais ils préféraient choisir un manager qui était plus en mode croissance que rester au niveau de 100 personnes. Et puis malheureusement, on a signé des contrats et puis ils n'étaient pas d'accord sur l'ActiveNet qui était calculé par les comptables. Et il a touché les 10 millions. Et puis il a fait un procès pour l'ActiveNet parce qu'il trouvait que c'était pas 500 000, enfin je ne sais plus si c'était 1 million ou 1,5 million. Sur 20 millions, 500 000, c'est oui, pas... c'était peut-être 1 million sur... Mais bon, soit, c'est pas grave. Et on est toujours en procès à cause de ça, c'est vraiment dommage. C'est quoi les leçons que tu as tirées et qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui sont dans le même processus que toi à l'époque? En fait, on avait voulu anticiper ça, on s'était mis d'accord sur la valeur du goodwill. On aurait peut-être dû également donner une valeur de l'ActiveNet et le problème aurait été réglé. Mais bon, c'est un peu dommage. Ne sous-estimez pas les détails, y compris l'ActiveNet. Exactement. Mais l'ActiveNet a été calculé par la comptabilité. Oui, mais comme il y avait plusieurs sociétés,
c'était compliqué à calculer. C'était compliqué à calculer. Et lui considère qu'on n'a pas calculé de la bonne manière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, on a continué à vendre des actions et on l'a toujours calculé de cette manière-là. On n'a pas changé la manière. Donc c'était pour nous la bonne manière, quoi. Donc, et donc tu... j'achète 45%. Pour 20 millions. Pour 20 millions, pour 10. Donc c'était la société qui était valorisée à 20 millions, donc pour 10 millions. Et je revends tout de suite 50% de ces 45%, donc je vends 22% et demi au manager en faisant une remise de 20%. Chouette. Et je dis, je vous fais une remise de 20%, 10% tout de suite, et 10% si on atteint tel chiffre dans 4 ans. Et l'histoire d'Easy a démarré, c'est le tome 2 d'Easy a démarré de cette manière-là. Donc à ce moment-là, tu as dû sortir quand même les 5 millions de ta poche. 10 millions. 10 millions. Non, 10 millions c'est pour l'ensemble. Non, non, 20 millions pour l'ensemble. 20 millions pour l'ensemble. Mais juste la moitié qu'il fallait acheter chez Christian. Donc j'ai acheté 10 millions à Christian. Dont la moitié était financée par toi et l'autre moitié par les managers. Par les managers, mais à moins 20%. Exact. Donc tu as dû sortir plus ou moins 6 millions. J'ai dû faire des crédits de nouveau et voilà quoi. Donc, tu étais sûr de ce coup-là? Parce que si jamais les banques te refusaient, tu faisais quoi? On a eu d'ailleurs des difficultés avec les banques. Une banque nous avait dit oui, puis elle nous a dit non, et donc j'étais un peu dans l'embarras. Mais bon, tout s'est bien passé. Voilà, j'ai eu l'accord et j'ai revendu les actions à mes managers. Il y a eu 10 managers qui sont rentrés dans l'actionnariat, ou 8 ou 10. Et l'histoire d'Easy a démarré. Dominique, entre autres, a également pris 1% à ce moment-là. 1% de 5 millions. Il a pris 50 000. Comment ça s'était passé? Non, c'était 1% de la valeur de la société. Donc c'est 1% de 20 millions. Hein. Donc, il a pris 200 000 euros, mais il a eu une remise. Hein, de 20%, donc il était à 160 000. 20%, enfin je ne sais plus trop les chiffres, mais c'était à peu près ça. Quoi. Donc, il a pris un crédit pour, ou tous les managers? Je pense qu'ils ont fait des crédits, oui, ou les parents. Ou, C'est ça. Ok, intéressant. Et on a atteint l'objectif après 4 ans. Et là, tu es toujours au process avec Christian, à qui, toi, personnellement, tu dois encore la valeur de l'actif net. C'est vrai ou pas? On lui a donné une partie, et maintenant on lui réclame l'autre partie. Quoi. Donc, tu n'es plus au bon terme avec lui? Moi, je suis toujours en bon terme, oui. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en vacances au Maroc et je l'ai invité à manger à la maison. Donc, il est venu m'inviter, il est venu chez moi au Maroc. Je me dis là au Maroc, il est venu chez moi. C'est parce drôle. Que la vie continue. Je suis presque triste pour lui, donc désolé. Enfin, je ne sais pas s'il entendra ça, mais c'est vraiment ridicule, quoi. Bon, on lui dit que je ne suis pas honnête parce que je savais que l'actif net n'était pas le bon montant. Je ne lui ai pas dit, mais bon, c'était... C'est des histoires. Des histoires qui ne valaient pas la peine. Il fait quoi maintenant, Christian? Je pense qu'il est business angel. Angel, oui. D'accord. Ok, on continue l'histoire d'Easy. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est une idée de distribuer les actions au manager qui vient d'où? C'est ton idée ou tu t'es inspiré de quelque part? J'en avais déjà 5. Moi, je croyais évidemment à ce modèle-là, puisque à 35 ans, j'avais voulu acheter les actions, ce n'était pas possible. Et par contre, j'ai fait une remise. Et ça, c'était quand même courageux de ma part de faire une remise. C'est un pari pour le futur. Et ça s'est bien passé puisqu'on a atteint les objectifs. Et au final, c'est moi qui suis le plus grand gagnant puisque j'ai vendu les actions, mais comme on a fait une telle croissance que j'ai été gagnant par rapport à ce que j'aurais vendu. C'est ça. Les actions ont pris plus que 20% de valeur, du coup, exactement. Tu les as vendues. Donc mes 75% que j'ai gardés, ont valu plus que les 90 que j'avais initialement. Quoi. Donc, exactement, génial. C'est un pari de ta part. Tu n'étais pas sûr que c'était un pari, mais je fais tout le temps des paris. J'ai arrêté ma carrière de footballeur à 25 ans, j'ai arrêté IBS, directeur général, j'ai arrêté j'ai vendu les actions à moins 25%, j'ai quitté Easy à 5 ans, donc je suis toujours en mode challenge à certains moments. Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Est-ce que tu penses au pire? Ou tu te dis, ok, au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, tant pis. Non, tu penses au positif, tu penses que je vais y arriver? Je pense à rien, je sais que je vais y arriver. Point. Je sais que je vais travailler. En fait, y arriver, c'est toujours une question... Je suis en train de penser aux choses que je n'ai pas réussi. Hein. Je me dis, on s'en fout, on travaille, si on y arrive, tant mieux, si on n'y arrive pas, on va quand même trouver des solutions pour faire certaines choses différemment, donc je ne pense pas... Tu aurais pu perdre ta maison? Non. Non?
Je veux dire, tu l'as mis en garantie. Et tu ne penses pas à ça. Je veux dire, non, je savais que j'allais réussir. C'est pour illustrer la personnalité de Salvatore, en fait. C'est que malgré les garanties de la maison qu'il donnait, il ne pense jamais au pire. C'est pareil pour l'Aral maintenant, je donne des garanties et tout, mais on va réussir. Donc, et si on ne réussit pas, ce n'est pas grave. Mais on va réussir de toute façon. Oh, bien sûr, Ok, je te laisse continuer l'histoire d'Easy lorsque tu as repris. Et voilà, donc on a repris. Et puis chaque année, il y a eu des nouveaux actionnaires qui sont rentrés. Et la société a continué à grandir. Chaque année, la société grandissait. Et puis, on est arrivé tout doucement à 20 ans de carrière chez Easy. Ok, d'accord. Et les produits de vente de Easy, c'était le logiciel comptable? Comptable, non, il y a eu d'autres solutions. Le logiciel comptable, c'était une des solutions principales. Il y en a deux, ça et Cloud Computing. La compta est quand même un peu plus importante, mais bon, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire des solutions un peu mieux que les autres, ou au moins aussi bien que les autres, avec un service de meilleure qualité. D'accord. Et tu vendais dans la Belgique ou ailleurs? On n'a jamais su. On a vendu au Luxembourg, un peu en France. Je rappelle l'histoire de Dominique. Luxembourg, en France. Mais c'est peut-être un des points faibles de Easy. On est incapable de démarrer quelque chose à l'étranger. On y arrivera peut-être un jour, mais c'est pas si grave parce que le marché belge, on a encore beaucoup de marge de croissance en Belgique. On est 500 en Belgique et on est 300 francophones, 200 néerlandophones. On considère qu'on pourrait être 400 francophones et 600 néerlandophones. Donc on pourrait monter à 1000 en Belgique. Mais une fois qu'on aura atteint 1000, il faudra qu'on réfléchisse vraiment pour réussir à l'étranger. Donc on n'est pas capable de démarrer des filiales à l'étranger. On a déjà essayé plein de fois. Et le deuxième point où on est un peu frileux, c'est qu'on n'ose pas racheter de grosses sociétés. On rachète plein de sociétés, mais des petites sociétés entre 10 et 25, 30 personnes. On n'ose pas racheter une société de 100 personnes. Ok, merci pour ce côté objectif de ce qui est fort et ce qui est faible chez Easy. C'est important de reconnaître les faiblesses aussi. Bon, c'est pas vraiment... Oui, c'est peut-être... Non, parce que... Oui, c'est une faiblesse, mais en même temps, on n'arrête pas de grandir, donc il n'y a pas de conséquences, quoi. Non, bien sûr, tout à fait. Faiblesse dans le sens... C'est un exercice que Easy n'a jamais réussi, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais réussir dans l'avenir aussi. Oui. C'est une question qui n'a rien à voir quelque part, mais aussi liée dans le contexte. Est-ce que tu fais partie d'un club d'affaires? Je ne fais, à part celui de la RAL, je ne fais pas partie de club d'affaires, non. J'aimerais bien te souhaiter la bienvenue au club d'affaires Entreprendre et Vivre, parce que tous les interviewés de la chaîne Entreprendre et Vivre sont automatiquement membres de ce club-là. Il est tout à fait gratuit pour les entrepreneurs. Donc bienvenue. Merci. C'est ton deuxième club auquel tu fais partie. Merci. Et alors, avant de venir ici, j'ai posé la question aux membres du club. Ce sont les petits privilèges des membres. J'ai expliqué que j'allais interviewer Salvatore Curaba. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, j'ai reçu une liste de questions. Et une des questions que j'ai reçues des entrepreneurs, c'est la suivante. Pourquoi la création d'un département blockchain services chez Easy? Parce que la personne qui l'a posée, c'est Nicolas, clin d'œil à toi. Il est dans le blockchain. Je ne maîtrise pas bien cette technologie et maintenant je ne m'intéresse plus qu'au football et donc c'est un peu sorti. C'est plus. Mais quand même, je sens que on a dernièrement investi énormément dans la partie sécurité, donc je pense que maintenant on doit être 80-90 personnes dans la sécurité, on rachetait des sociétés dans la sécurité, donc ça ne m'étonnerait pas. Peut-être un troisième défaut de Easy, c'est qu'on n'est pas précurseur. On n'est pas précurseur, on attend que les autres investissent et puis à un certain moment on va y aller. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un certain moment on aille dans ce domaine-là, mais je pense qu'on va attendre encore quelques années. Ok. Nicolas, si tu es content de la réponse, mets un commentaire si tu n'es pas content et tu as d'autres questions à poser, mets aussi un commentaire, comme ça Salvatore verra ta question et va pouvoir compléter cette réponse. Alors, je rappelle aux spectateurs que la société Easy a été élue Best Workplace, et ce pendant plusieurs années. Ok. Alors, est-ce que Salvatore, peux-tu nous dire les 5 points qui différencient Easy des concurrents? Donc ça fait la 8e année qu'on est nommé Best Workplace. Bientôt on va participer à la catégorie des plus de 500 personnes. J'espère qu'on gagnera de nouveau. La première année qu'on a gagné, j'étais incapable de répondre à cette question.
quand on m'a dit pourquoi vos employés se sentent si bien, parce qu'en fait, on doit bien comprendre que ça n'a jamais été mon objectif de rendre mes collaborateurs heureux. Je ne me dis pas le matin, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour rendre mes collaborateurs heureux. Je ne raisonne pas de cette manière-là. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la performance. Je souhaite des gens les plus performants possibles. Si je dois être dur avec quelqu'un, je suis dur avec quelqu'un. Si je dois encourager quelqu'un, je vais encourager cette personne. Et si je dois féliciter quelqu'un, je vais le féliciter. Donc ça veut dire qu'il faut être très authentique quand on est à la recherche du bonheur de ses collaborateurs. D'accord. Mais chez Easy, il y a 5 mots qui sont revenus. Et un des premiers mots, c'est la reconnaissance. Donc on essaie de donner beaucoup de reconnaissance. Sous quelle forme? Juste un compliment. Juste dire, tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé, je suis fier de toi, vraiment. Ces exemples-là sont super importants parce que les gens peuvent réfléchir à n'importe quoi. Par contre, un exemple concret, c'est vraiment bien. Donc la reconnaissance, c'est pour dire, tu as vraiment bien. Merci. Ça suffit. Merci. Okay. Waouh. Cool. Waouh, vraiment, ce que tu as fait, c'est super. Génial, ok, on a retenu. Et voilà, et donc la reconnaissance, parce qu'on est dans une société où on dit souvent ce qui n'est pas bien au lieu de dire ce qui est bien. Et moi, j'aime dire ce qui est bien, mais je dis aussi ce qui n'est pas bien, mais je dis principalement ce qui est bien. Je vais discuter avec toi parce qu'à chaque fois, je critique des choses qui sont mauvaises, mais je complimente aussi des choses qui sont positives. Il faut toujours le faire. Oui, et donc c'est tellement... Et alors faire des compliments, on devrait même s'efforcer de faire des compliments, même à des inconnus. Faire un compliment, c'est donner un cadeau et se faire un cadeau, parce que ça fait souvent plaisir de faire un compliment, et on voit le sourire. Et bon, voilà, la reconnaissance est extrêmement importante. Et c'est pour ça, entre autres, c'était pas pour ça, mais je me suis rendu compte que c'est important, on ne recrute jamais de manager à l'extérieur. Ça, c'est le deuxième aspect. Non, c'est toujours le premier dans la reconnaissance, parce que recruter un manager à l'extérieur, c'est de dire à ses collaborateurs « T'es mauvais. Vous êtes mauvais, vous êtes vraiment mauvais. Je vais recruter quelqu'un qui n'a rien fait pour moi, qui va gagner plus que vous et qui va être votre chef. » Et donc nous, on ne recrute plus depuis, je ne sais pas, 12-13 ans de manager à l'extérieur. C'est fini. Tout passe par le bas. Tout passe par le bas. Sauf quand on rachète une société, quelquefois il y a un manager qu'on récupère, mais on ne recrute plus de manager à l'extérieur. Ça fait partie de la reconnaissance. Ça fait partie pour moi de la reconnaissance, oui, c'est ça, de dire, c'est à vous à prendre le relais chez Easy. Le deuxième point, c'est la transparence, c'est de tout dire, de ne pas avoir de secret. Est-ce que les employés connaissaient ton salaire? Est-ce que les employés connaissaient mes salaires? Dans tous les cas, tous les managers et les directeurs connaissent le salaire de tout le monde. Tous ceux qui ne connaissaient pas le salaire de Salvatore, on le saura tout de suite. Quel était ton salaire quand tu étais directeur de Easy? Mon salaire, en fait, le salaire chez Easy, c'est quand même un modèle très intéressant. C'est une grille. D'accord. Et chaque personne a un niveau. Et chaque année peut évoluer de niveau. OK. Et il y a un plafond maximum, et donc moi j'étais au niveau 13 ou 14, et de mémoire, je ne me souviens plus trop, mais je pense que je facturais 150 000 € par an, et j'avais une prime, on arrivait à une prime entre 100 et 150 000 €. Mais je ne gagnais pas plus que mes directeurs, parce que j'avais atteint le salaire maximum, et les directeurs, chaque année, évoluaient et ont atteint aussi le maximum. On n'est pas indexé, les salaires n'étaient pas indexés. Donc tu étais à 150 000 € par an, que tu facturais avec ta société de management. Les directeurs peuvent être en société de management, pas les managers. Et aujourd'hui, c'est public. Les managers et les directeurs, tout le monde connaît le salaire de son voisin ainsi que la prime de son voisin. Tout le monde sait ce qu'il doit faire pour évoluer et tout le monde sait ce qu'il risque. Il connaît les risques éventuels s'il n'atteint pas ces chiffres parce qu'il descend au niveau de son salaire. Les salaires peuvent monter, les salaires peuvent descendre. Si ça descend, ça démotive beaucoup. Non. Non? Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec les chiffres? C'est eux qui se donnent des objectifs. Donc le manager donne son objectif, il discute avec son directeur, je vais faire ça, 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 ça. Le directeur doit approuver cela. Si après il n'atteint pas ses objectifs pendant 2 années, je ne sais pas trop, il descend. Mais c'est jamais arrivé. Hein. C'est ça, mais l'objectif est donné par le manager. C'est le manager je ne supporte pas. Quand il y a des règles pour définir des objectifs,
C'est quoi les règles? Ce qui était très désagréable quand j'étais chez IBS, je pouvais faire 30% plus de mes résultats et après je ne savais pas si j'allais être augmenté ou pas augmenté. Moi je trouve qu'on ne peut pas avoir un rapport de force avec ses collaborateurs. Il doit y avoir des règles. Et quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, je ne dois pas aller demander une augmentation. Je reçois l'augmentation parce que je la mérite. Je ne vais pas aller de nouveau... et c'est ce qu'on essaie de faire chez Easy. Une personne ne doit jamais demander une augmentation. Elle doit la recevoir. C'est ça, et on doit lui dire merci. Et on doit lui dire merci, tu as atteint tes objectifs, merci, et tu as cette augmentation. Ouais. Surtout quand la société va bien. Quand la société ne va pas bien, là c'est plus compliqué. Je le vois ici à la RAL. La RAL perd 500 000 €. Je voudrais bien augmenter tout le monde, mais je ne peux pas. Si la RAL gagnait des sous, mais évidemment, on aurait d'autres politiques salariales. Chez Easy, je trouve que là, l'équilibre maintenant est atteint. Donc la transparence, être super transparent, travailler vraiment dans la confiance. Transparence, tu peux donner des exemples? La transparence de dire, tiens, on envisage peut-être de racheter une société. C'est ça, ok. Quels sont les résultats d'Easy? On fait tel bénéfice, on fait telle perte. On dit tout. Parce que quand on ne dit pas tout, il y a des doutes. Il y a de la méfiance, des doutes, et donc on n'a plus confiance, bonheur. Faire confiance, ne pas être dans le contrôle, enfin, c'est donner de l'autonomie. D'accord. On a tous besoin d'un minimum pas de liberté, j'appelle mon liberté, plutôt autonomie. Si je suis capable de faire quelque chose, je le fais, je n'ai pas envie que quelqu'un contrôle ce que je fais. Il doit me faire confiance. D'accord. Mais évidemment, il faut d'abord que la personne prouve qu'on peut lui faire confiance. Comment tu prouves ça? Si elle atteint ses objectifs, ses chiffres depuis 6 mois, si elle a la bonne attitude, pourquoi pas, quoi. Donc, oui. D'accord. Et c'est le manager même qui fixe ses propres objectifs, qui sont approuvés par le directeur? Oui. Et si le directeur dit c'est trop bas? On discute, pourquoi tu as mis tel objectif, c'est toujours des mots de discussion. Et pour les vendeurs, il y a des règles, là c'est un peu plus facile pour les vendeurs, là il y a des règles, et donc voilà quoi. Tu peux un vendeur, quand il commence de montant, il avait 150 000 € d'objectifs, de vente. Si après... C'est pas beaucoup, non? 150 000 € de vente? C'est de marge, pas de chiffre d'affaires, c'était de marge. Okay. Après, s'il voulait, il pouvait passer... là, il était junior sales rep. S'il atteignait ses objectifs, il pouvait passer comme sales rep, mais ses objectifs passaient à 200 000 €. Il avait une augmentation de salaire, mais ses objectifs passaient à 200 000 €. Et puis, s'il atteignait ses objectifs, après, il passait à 250 000 € et ainsi de suite. Mais jamais, si un vendeur atteignait 400 000 €, on n'allait pas lui mettre des objectifs de 400 000 € pour l'année prochaine. Il restait dans l'objectif de 200 000 ou 250 000 €. Ce qui est désagréable, c'est qu'on dépasse ces objectifs et qu'on reçoit de nouveaux objectifs qui sont trop ambitieux. Et ça, c'est dur, parce qu'il faut encore se... Non, parce qu'alors, on ne pousse pas à la performance. Il faut garder des objectifs... Atteignables. Pas atteignables, de la fonction. Si une personne est sales représentatif, il a un objectif de 200 000, on n'augmente pas ses objectifs, il reste à 200 000. Mais alors, il n'y aura pas d'augmentation salariale dans un an? Sauf s'il est d'accord de passer à account manager, il passe à 250 000. Mais même s'il atteint 400 000, il reste à 250 000. Ce qui est désagréable, c'est quand on adapte les objectifs à la performance de la personne. On doit mettre des objectifs en fonction de la catégorie de la fonction et pas en fonction de la performance. C'est du détail. C'est important. L'account manager est responsable pour d'autres clients, pour des clients plus importants. Oui, c'est le 4e level, oui. J'ai compris. Et puis le 4e ingrédient, c'est la notion de sens. Il faut que les gens trouvent un sens dans ce qu'ils réalisent. Nous, ici à la RAL, c'est juste formidable. On veut aller en D1A. Et on veut devenir un grand club de Belgique. C'est quoi le sens, plus précisément parlant, le sens de Easy pour toi? En fait, ça peut être un sens individuel, ça peut être un sens de département, ça peut être un sens au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas moi, le département pourrait dire
Bah, Easy, à un certain moment, on veut être best workplace, on veut atteindre 500 personnes. Le vendeur, il veut être le meilleur vendeur. C'est avoir des objectifs personnels, pas nécessairement quantitatifs, mais voilà, savoir que tout ce qu'on va faire sert à quelque chose pour l'entreprise. Et le dernier ingrédient, c'est l'amour. Intéressant. Il faut que tout le monde se sente aimé. Quand c'est difficile, on doit être soutenu. Parce que ça fait du bien d'être aimé. Et quand on a quelqu'un qui se sent reconnu, qui peut travailler en autonomie, on lui dit tout, il est au courant de tout ce qui se passe, il a du sens, il reçoit de l'amour, il performe. Il peut réussir. Ok, on a retenu, merci pour ça. Voilà. D'accord, top. Merci pour les 5 points et merci pour les exemples, parce que là, alors, ça devient du concret en fait. Pour devenir le best workplace, comment ça se présente? Donc en fait, on a décidé il y a 7-8 ans, on voulait gagner en notoriété, c'était difficile de recruter du monde. Okay. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas participer à ce concours? Okay. Et ce concours, il y a un questionnaire, hein, tous les collaborateurs reçoivent un questionnaire, et en plus vous devez faire un rapport sur votre manière de gérer les ressources humaines, et sur base des réponses et du rapport, ben, on est Best Workplace, et on a eu la chance depuis 8 ans d'être le premier, okay. Donc ça, le premier en Belgique. Quoi, donc, on s'inscrit à ce concours qui est organisé par je ne sais pas qui. Bléric, en Flandre. Très bien. Eux, ils envoient un formulaire à tous les collaborateurs qui remplissent, et ensuite... C'est anonyme, hein, donc oui, il y a 50 questions, 60 questions, et puis voilà quoi, donc oui. Ok, donc ça c'est facile, et ça, de cette manière-là, vous augmentez la brand awareness, qui attire les gens, la popularité, et alors ça attire le talent. Bien sûr. Si vous avez un problème de talent, c'est ce qu'il faut faire. Même c'est valable aussi pour les petites entreprises? C'est valable pour tout le monde. Hein. Il y a 2 catégories, des moins de 500 personnes et plus de 500 personnes. La première année, on était dans les 10 premiers, et puis on a tout le temps été premiers. Et grâce à ça, ça a augmenté la notoriété. Ce qui a fortement augmenté la notoriété, c'est... il y a 2 choses. On a été entreprise de l'année après 20 ans. Moi, c'était ma dernière année. Hein. Je parlerai de mon départ chez Easy. Et donc, c'était pour moi important de gagner l'entreprise de l'année, puisque je quittais Easy. Et d'ailleurs, quand on est passé devant le jury pour présenter notre dossier, j'annonçais que je suis venu avec mes 2 CEO et j'annonçais devant le jury, voilà, j'ai mes 2 CEO, moi je me retire et eux vont prendre le flambeau. Voilà ce qu'on a fait en 20 ans et on a eu la chance de gagner l'entreprise de l'année. Ça voulait dire que l'entreprise de l'année, c'est la performance. C'est la performance dans le passé et les capacités de performer dans le futur. Ça, c'est l'entreprise de l'année. Et on a été entreprise de l'année et employeur de l'année. Donc c'est la performance avec des employés qui sont contents, engagés, heureux. Et ça veut dire que le travail peut apporter aussi du bonheur. Alors que c'est un métier, quand on attend le meilleur de chacun, il y a une pression. Hein, donc il y a les chiffres, l'excellence. Donc c'est dur, hein, vraiment. Mais malgré ça, on a des collaborateurs qui sont très heureux. Quoi. Donc, Salvatore, tu as écrit ce livre-là? Oui, c'est pas moi, c'est un ami d'enfance, Vincent Ducéoir, hein, avec qui j'ai fait mes humanités. C'était son premier livre. Hein, oui. D'accord. C'est un livre qui coûte combien d'argent? J'hésite entre 14 ou 19. 19 euros. 19 euros, oui. Est-il possible d'avoir une remise exceptionnelle pour les abonnés de la chaîne Entreprendre Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter à quel prix? Et à qui doivent s'adresser on doit l'acheter chez... en fait, c'est 19 euros plus frais de port. Allez, on n'a qu'à dire 50% plus frais de port. Quoi, donc, ceux qui veulent acheter ce livre-là de Salvatore par rapport à son parcours entrepreneurial, comment il est devenu le best workplace et la meilleure entreprise belge, oui. Et tout est dans ce livre-là, on est d'accord? Oui. Et au lieu de 19 euros, on peut l'acheter à 50% de remise, donc il peut l'avoir... C'est bien, super. Pour 9,50 € plus frais de port. Plus frais de port. Comment est-ce qu'ils doivent le faire? C'est sur le site internet de Easy, ils doivent le commander et ils n'ont qu'à mettre en commentaire accord avec Salvatore Curaba et c'est bon. Quoi. Donc, génial, c'est une belle remise parce que généralement je m'attendais à ce qu'on dise 10%, 20%, mais tu m'as fait vraiment... C'est un livre de partage. Moi, je souhaite qu'un maximum de personnes le lisent et qu'ils puissent être inspirés par le livre. Quoi. Génial. Oui. Abonnez-vous sur la chaîne Entreprendre Vivre. Grâce à ça, vous avez des belles remises. Voilà.
Je continue l'interview. J'aimerais à présent plonger plus dans le sujet de l'actionnariat salarié. J'aimerais bien avoir la procédure complète. Comment cela fonctionne-t-il? Prenons un exemple. Si par exemple, moi, j'intègre Easy, quelles sont mes chances de devenir actionnaire un jour? Donc d'ailleurs, quand on recrute quelqu'un, on lui parle déjà de ça. Et donc dès qu'on a eu une année complète chez Easy, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 évaluations, imaginons quelqu'un arrive en octobre, il est évalué en janvier, et puis il est évalué 1 an plus tard, donc il faut au moins une année complète chez Easy. Et s'il est éligible, sur base des valeurs humaines... C'est un peu subjectif ça, non? Non. Non? Qui estime ces valeurs humaines? Lui-même et le manager, à travers toute une série de questions. Donc ça fait partie de notre culture. On montre aux employés, on leur explique, voilà qu'est-ce que ça veut dire le respect, voilà ce que ça veut dire l'esprit positif, voilà ce que ça veut dire l'engagement, le sens des responsabilités. Il y a plein d'exemples. C'est quoi, c'est un livre, c'est un fascicule que tu as dans... C'est un document qu'on appelle chez nous formalisation, qui formalise les valeurs et qui formalise les compétences. Tout le monde sait ce qu'il doit faire pour évoluer dans ses compétences. Les compétences, il y en a 6 ou 7, il y a des compétences communes. En fait, on ne veut pas qu'il y ait des discussions. Bien sûr, ça doit être clair pour tout le monde. C'est un document de combien de pages? 10 pages, 15 pages. Et là, je l'ai donné dans le cadre de ma proposition sur LinkedIn d'aider les gens qui se posent la question sur le modèle employé-actionnaire. J'ai envoyé, c'est un document super confidentiel, mais je l'ai envoyé à une dizaine d'entreprises qui se posaient la question, oui, mais comment vous faites pour évaluer les valeurs humaines? Mais c'est pas si compliqué. Vous êtes quand même, tout le monde est capable de se dire, lui, je l'aime bien, c'est un ami proche, et lui, ça ne va pas. On le sent, on est capable. Et quand on réfléchit un petit peu, on sait pourquoi on l'aime pas ou pourquoi on l'aime beaucoup. Là, on a juste formalisé. Donc, oui. Est-ce que les entrepreneurs peuvent gagner du temps et on peut partager ce document-là? Pas tout le monde. Non, ça, c'est délicat. Mais bon, quand j'ai discuté 1 heure avec la personne, après, je me propose de le distribuer. Quoi. Donc, pas de souci, ok. Donc potentiellement, on peut te demander ce document-là sur LinkedIn et Salvatore va décider si c'est ok ou pas. Mais l'année prochaine, je relance de nouveau. J'ai accepté 10 rendez-vous. J'avais dit, je prenais 10 rendez-vous. J'en ai eu à peu près 18, 19, plus une dizaine d'appels téléphoniques. L'année prochaine, je passerai à 20 rendez-vous pour aider des entrepreneurs. Quoi. Génial. Alors, oui. Mais en bref, c'est un document qui décrit un petit peu ce qu'on attend de ta part, la manière avec quelle valeur et de quelle manière est-ce que tu dois exécuter ton job. Nous, on l'a fait quelques années après la création d'Easy. C'est même pas ni moi ni Christian qui l'avons fait, ce sont les managers de Easy à l'époque qui l'ont fait, dont Tony, qu'on a vu tout à l'heure, a participé à l'élaboration de ces valeurs et qui évoluent, on les améliore tout le temps. C'est vraiment la fondation des valeurs de la société Easy en fait. Oui. C'est important ce document-là, pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui compte pour la société Easy. Et c'est comme ça que tu juges la personne 1 an après son engagement. Et alors, si elle a une évaluation plus haute que la moyenne, elle est éligible. Et si elle est éligible, elle peut acheter des actions. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son niveau, elle peut acheter des actions. Maintenant, le nombre d'actions dépend de son niveau hiérarchique. Et elle peut acheter des actions. Par exemple, je suis... 1 an après, je suis toujours à l'échelle la plus basse. Je ne sais pas ce que c'est chez vous. Je ne sais pas, je ne me souviens plus quel est le niveau, mais aujourd'hui, la valeur d'Easy étant tellement haute, je ne sais pas, peut-être elle peut acheter 30, 40, 50 000 euros d'actions, 60 000, je sais pas trop. C'est le montant qui est important en fait, c'est ça? C'est le montant, c'est pas le pourcentage parce que c'est tellement... Et qui vend ces actions-là? C'est moi qui vends les actions. C'est toi qui vends les actions? C'est tant qu'il y a, sauf s'il y a des actions disponibles chez Easy, donc si quelqu'un nous a quittés, Easy a racheté des actions, Easy vend les actions, et sinon c'est moi qui vends les actions. Et tu n'as pas peur qu'il y aura beaucoup de manifestations, de gens qui voudraient acheter les actions et tu vas devoir vendre? Tant mieux. Parce que tu vois, oui. Tant mieux. Donc moi je suis ravi quand il y a des gens motivés. Donc l'année passée, il y a 2 ans, j'ai décidé de... Donc peut-être une précision, on ne vend les actions qu'une seule fois à un employé. C'est intéressant cette règle. Pourquoi cette règle? Donc si un manager peut acheter par exemple 1% d'actions, il ne peut pas acheter un demi maintenant, un demi l'année prochaine. Il doit tout acheter.
Parce qu'il doit se mouiller, il doit s'engager, il doit se mouiller. Et il doit prendre des risques. Il n'y a pas de risque, hein, mais c'est ça. Il doit y aller. Donc beaucoup de managers attendent ce moment d'achat pour pouvoir acheter plus. Non, ce qu'ils ont fait, c'est certains n'ont pas osé acheter, parce qu'ils n'ont pas osé demander des crédits trop importants aux banques, à la famille, mais malheureusement, c'était trop tard. Donc ils peuvent acheter une seule fois. Si cette personne-là a acheté par exemple pour 30 000 euros et il devient CEO un jour, il reste avec les 30 000 euros. Il y a 2 ans, j'ai revendu 20% des actions parce que je ne voulais pas garder la majorité absolue. Pourquoi je ne voulais pas garder la majorité absolue? Parce que je dis souvent, ce n'est plus ma société, c'est notre société. Et garder la majorité absolue et dire ça n'avait pas beaucoup de sens. Hein. Donc j'ai vendu 20% et là j'ai de nouveau ouvert la porte à toute une série à tous ceux qui voulaient, plus il y a eu plein de nouveaux actionnaires, et voilà, donc on ouvre quand même tous les 4-5 ans, et peut-être que dans 4-5 ans je le referai de nouveau, j'ouvre de nouveau la porte, quoi. Donc, ça. Et donc cette règle-ci, que tu peux acheter une seule fois, elle est là pour que la personne le fasse d'une manière bien réfléchie. Oui, c'est un vrai entrepreneur, j'investis, surtout que le risque est très petit. Très petit. D'accord. Ouais. Est-ce que vous payez des dividendes? On paye des dividendes. Chaque année ou pas? Chaque année. Là, il y a eu un montage fiscal un peu particulier, donc pendant 3-4 ans, il n'y a pas de dividendes. Mais sinon, on essaie de distribuer 80% du bénéfice sous forme de dividendes. Comme ça, les gens peuvent rembourser leur emprunt. Ils ont dû faire des emprunts. Hein. De toute façon, c'est quand même intéressant parce que oui, aujourd'hui, la société est quand même valorisée de manière un peu plus importante. Aujourd'hui, c'est 10 fois l'EBIT. Tandis qu'il y a 2 ans, c'était 7 fois et demi l'EBIT. Okay. Mais comme la société grandit de 15-20%, ça veut dire qu'après 7-8 ans, on a remboursé son crédit. On reçoit des dividendes, on rembourse son crédit. Après 7-8 ans, on commence à toucher des dividendes. Mais aussi la valeur de l'action d'Easy n'arrête pas d'augmenter. Et donc, mais même si c'est après 10 ans, on a remboursé le crédit. Je touche des dividendes qu'après 10 ans. Mais c'est juste incroyable comme opération financière. C'est comme si vous achetiez aujourd'hui une maison et que le loyer paye le crédit que vous faites pendant 10 ans, et puis vous avez la maison et vous avez le loyer en plus. C'est exactement ça. Hein. Tout à fait. Mais une maison, on sait que le cycle est beaucoup plus long. C'est ça, mais exact. Mais ici, par exemple, si la personne a acheté pour 30 000 euros, et je fais quoi? Je divise par 10 ou pas? 30 000 euros, donc ça veut dire qu'elle doit... Bon, en général, approximativement, les dividendes vont payer le crédit, quoi. Ça, donc, ça, j'ai compris. Approximativement, quoi. Ça, je comprends. Ok, pas mal. Donc c'est super intéressant d'acheter des actions chez Easy. Et comme les gens achètent des actions d'Easy et qui font des crédits, ils se donnent plus à fond. Donc la société grandit encore plus vite. Et donc voilà, et tout le monde est gagnant. Moi je suis gagnant parce que les actions qui me restent valent encore plus. L'employé est gagnant parce qu'il sait qu'à 65 ans, il va toucher plusieurs millions. Est-ce que c'est des actions qui sont vendables? Pendant que l'employé encore travaille chez Easy, est-ce qu'il peut les vendre? Mais il faut être idiot pour vendre des actions d'Easy. Il a besoin d'argent. Il veut acheter. Tout le monde est d'accord de racheter les. Moi, je rachète. Si quelqu'un veut vendre ses actions, je les rachète tout de suite, puisque c'est tellement intéressant. Donc tout le monde veut racheter les actions. C'est pas un problème. C'est pas une restriction de pouvoir vendre. Si à un moment donné de la vie de la personne, il a envie d'acheter une belle maison, il a besoin d'argent là tout de suite, il peut les vendre à n'importe quel employé. Oui, non, pas l'employé. Je pense qu'il doit passer par Easy, mais il a quand même compris qu'il a tout intérêt à faire un crédit et garder ses actions, puisque ces actions, ce montant-là lui rapporte 15-20% de rendement. Donc, mais je veux dire, la possibilité existe. Là, évidemment. Et s'il part, il doit vendre ses actions. C'est une obligation. C'est une obligation. Et s'il est manager, à partir d'un certain pourcentage, il peut les garder pendant... Je crois qu'il doit vendre 50% tout de suite et il vend 50% sur 3-4 ans. Je ne sais plus trop la règle. C'est un départ en douceur. Qu'on arrête avec lui ou que lui arrête, c'est un départ en douceur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres règles qui existent autour de cet actionnariat salarié? Les règles, c'est qu'à partir d'un certain âge, on commence à vendre également... On doit commencer à vendre ses actions pour sortir tout doucement de l'actionnariat. D'accord.
Et tu dis que tout le monde veut en acheter. Oui. Bien sûr. C'est ça, bien sûr. Oui, Ok, bien ça sûr, oui. Tout le monde veut acheter des actions. Et c'est uniquement ouvert aux employés. Quelqu'un d'externe ne peut pas acheter. Non, on doit être employé, quoi, uniquement employé. D'accord. Et on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'on ne devrait quand même pas vendre à un fonds d'investissement, peut-être, mais on se rend compte que ce ne serait pas intéressant. Pas besoin. Vous n'avez pas besoin de cash. Oui, on n'a pas besoin de cash. Oui. D'accord. Ok. Les dividendes jouent le rôle de la partie variable quelque part? On peut... Ce serait bien. Il y a un directeur qui me disait ce serait quand même chouette si les gens pouvaient recevoir, imaginons quelqu'un qui a un salaire de 2500 €, 3000 € net, et qui puisse toucher 3000 € net de dividendes. Ce serait pas mal, quoi. C'est le cas ou pas? Pour toute une série, c'est le cas, mais je parle d'un employé qui est là depuis 3-4 ans, il touche 2500-3000 €, s'il peut avoir 2000 € de dividendes par mois. C'est génial. Ouais, génial, quoi, oui. Exact. Est-ce que d'une manière générale, la partie fixe chez Easy est plus basse, sachant qu'il y a le dividende, Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas lié. Le fixe et c'est dans le marché? Le fixe, bien sûr. Même peut-être, ça dépend des fonctions, mais et le variable est très 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 élevé parce que le variable est fonction du bénéfice de la société. Et le variable des managers, des directeurs, même des employés, des vendeurs, il est très élevé. Ça n'a rien à voir avec les dividendes. On ne dit pas dividendes, on vous donne moins de fixe et de variable. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est clair maintenant. Et les non-actionnaires ne sont pas frustrés, parce qu'ils savent qu'ils peuvent devenir actionnaires s'ils veulent. C'est leur choix. C'est leur choix, donc il n'y a pas de frustration. D'accord. Ok, c'est un sujet super intéressant, j'ai plein de questions là. Ok, donc il y a le fixe, il y a la partie variable en fonction du résultat de l'EBITDA de la société, qui a été défini selon des objectifs. Oui. Et ensuite il y a les dividendes pour les actionnaires, ça va de soi. Et plus ton action qui continue à prendre de la valeur. Exact, tout à fait. Et la partie variable, c'est quoi? C'est 10% du fixe? Ça dépend pour qui. Donc, tout le monde a une partie variable ou pas? Quasiment, oui. Pour les directeurs, c'est presque, c'est presque, à mon avis, entre 50 et 100%. Pour les vendeurs, le variable est très important, mais ils ont déjà un fixe assez élevé, et ils ont un variable important. J'ai du mal à donner des chiffres. Pour quelqu'un de la production qui gagne peut-être 4000 bruts, combien il touche? Peut-être qu'il touche allez, c'est au moins 1 ou 2 mois en plus, quoi, de salaire, quoi. Ok. Et pour un vendeur, c'est peut-être 3-4 mois, 5 mois en plus, quoi. D'accord. Et on est bien d'accord que la partie variable est taxée à 70%. C'est la fameuse partie un peu difficile à avoir un net correct. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Vous n'avez pas un chemin fiscal un peu spécial? Il y a les 2 premiers 1,5 millions, il y a un système de prime net quasiment net pour les 2 premiers 1,5 millions, et après c'est du taxable, quoi. C'est pas faire autrement. La première 1200, tu as dit quoi? Aujourd'hui, il y a un système de primes en entreprise avec un objectif global où chaque employé peut toucher 2,5 3 000 quasiment net. C'est ça. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Il faut introduire un dossier au fisc. Tout à fait. Comment gérer ce système-là d'actionnariat? Parce que c'est assez compliqué, quoi. Comment gérer ce système d'actionnariat? C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui gère ça? Non, il y a 250 actionnaires, il y a un livre des actionnaires, il y a un Excel, et voilà, quoi. Aussi simple que ça? Je vends des actions. On écrit dans le livre des actionnaires qu'il a acheté autant d'actions. Le livre des actionnaires, c'est un livre de, je sais pas, 50, 40 pages? Il y a une page par année, quoi. Mais c'est un fichier Excel ou c'est un livre? C'est un livre, parce qu'on aime bien faire la photo. Bien sûr. Et puis il y a un décompte, je ne sais même pas trop moi comment ça se passe, mais on a des décomptes Excel et puis on fait les calculs pour toucher les dividendes. Et non, c'est facile. C'est facile, oui. Ok, c'est vraiment assez simple. Assez simple dans le sens où on met ça dans le livre départ. Et ensuite... c'est un partenaire. Bien sûr, c'est ça. C'est un partenaire, sur sa carte c'est partenaire, sur LinkedIn il est partenaire, et c'est mon partenaire, et donc il est sur le livre des actionnaires, quoi. Exactement. Mais dans ce livre des actionnaires, il n'y a que 40 pages, je pense. Je pense qu'on est peut-être au 2e ou 3e livre, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je sais pas, ok. Mais je sais que je signe à chaque fois le livre des actionnaires, quoi. C'est énorme. Chaque fois que tu dois signer, vente, achat. C'est un bonheur. J'ai ça avec 10 employés par an.
mais c'est quand même un moment de privilège. Donc j'ai 10 collaborateurs qui m'achètent des actions. Donc je vais mettre 10 signatures à l'achat, 10 signatures à la vente. C'est quand même... je ne vais pas me plaindre de ça. Moi, je suis fier qu'ils m'achètent des actions, qu'ils osent investir chez Easy. C'est un moment de... Mais il y a 300 actionnaires, tu as dit, c'est ça? Oui, mais c'est une fois, on doit... Oui, c'est une fois. Non, il n'y a pas 300, il y a 150, 170, mais c'est... Une fois qu'ils peuvent acheter. Une fois, ils ont acheté une deuxième fois. Non, c'est pas très lourd. C'est ça. Et la formule d'achat d'actions est simple. On prend l'EBITDA fois 10, oui. Et ça, c'est la valeur de la société. Plus l'actif net. Plus l'actif net. C'est pour ça qu'on attend que les comptes soient audités en juin. Et puis, on a un document qui est, voilà, la valeur de la société. Mais tout le monde est à peu près capable de le calculer parce que, comme le résultat mensuel est publié, on sait presque en temps réel la valeur de la société. Hein, donc c'est en fait une question d'un autre membre qui m'a posé. C'est que, comment est-ce que tu fais pour que ce ne soit pas un boxon avec autant d'actionnaires? Et les actionnaires ne décident rien. C'est ça. Non, c'est ça, dans le sens de la gestion d'actionnaires. Je veux revendre, je veux racheter, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de mouvements finalement. Le livre de part, il y en a peut-être 3, 4, 5, 6, parce qu'il y en a plein, il y a 150 personnes. Ça fait peut-être 5 livres de part en tout. Puis finalement, la gestion est assez simple, puisque non, non, mais je pense qu'il ne voulait pas dire ça. Je pense qu'il voulait dire, dans la gestion, est-ce que les actionnaires ne se mêlent pas des décisions? Pour moi, c'était ça la question. Ça aussi, peut-être. Il y a 150 actionnaires, donc tu organises à un moment donné une assemblée générale. On organise 4 assemblées générales par an où on les informe et tout, mais les actionnaires ne décident rien. Ils nomment juste le directeur général. Non, jamais. Non. C'est le conseil d'administration, mais non. Les actionnaires n'ont pas plus de droits, ils ont des devoirs. C'est le comité de direction qui décide. Et le comité de direction, ils sont tous actionnaires. Et le pourcentage du comité de direction, c'est le plus important. Moi, les 40% que j'ai n'interviennent pas dans les décisions, puisque je ne suis jamais là. Hein, donc, d'accord. Donc finalement, le conseil d'administration, non, le conseil d'actionnaires, il décide quoi? C'est lui qui nomme le président du conseil d'administration, c'est ça? Oui, mais c'est toi. Mais ils n'ont pas la majorité. Mais c'est pas dans l'esprit. Non. C'est pas dans l'esprit. Okay. Aujourd'hui, l'esprit des actionnaires, c'est de dire: je me donne à fond pour développer Easy. Et je fais confiance, n'oublions pas que c'est une des points importants, je fais confiance au comité de direction qui sont mes anciens collègues et qui sont les meilleurs et qui sont au niveau le plus haut. Et c'est grâce à eux que la société n'arrête pas de se développer. Mais à un moment donné, on peut faire un vote au conseil d'actionnaires pour dire, voilà, ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont pas la majorité, c'est donc toi. Ils peuvent voter ce qui... C'est pas l'esprit. Donc si jamais il y a des actionnaires qui se mettent dans cet état d'esprit, on arrête avec eux. Hein, donc on les met dehors. Comment tu fais ça? Il n'a pas envie de vendre les actions. Ah, tu les licencies après? Je licencie, c'est tout, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'il n'est plus dans les valeurs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même pour moi, Easy est le plus important. Personne ne peut demander quelque chose qui va à l'encontre de Easy. Je ne peux jamais mettre des intérêts personnels avant les intérêts de Easy. Donc s'il y a un actionnaire qui, je ne sais pas pour une raison, commence à dire toute une série de choses et qui n'est plus dans... Sauf si c'est justifié, alors on va l'écouter, mais s'il commence à disjoncter, on arrête tout de suite avec lui. Il aura obligé de vendre ses actions à Easy. Et il va faire la mauvaise affaire puisqu'il sera obligé de vendre ses actions. Ok. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, tu es majoritaire. Demain, tu vas vendre des actions. J'ai plus la majorité absolue, j'ai 40. Hein. Exactement, mais tu es quand même l'actionnaire principal. Oui, mais s'ils se mettent tous d'accord contre moi, ils pourraient... Ça, c'est compliqué. 149 personnes contre une, c'est compliqué. Il y aura sûrement quelqu'un qui sera de ton côté. Ils seront tous de mon côté, mais... Voilà. Non, je réfléchis juste à des cas un peu spéciaux, peut-être. Oui, peut-être. Mais demain, tu vas continuer à vendre tes actions petit à petit. Il va te rester peut-être que 1, 2, 3. Il y aura 250 actionnaires. Là, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Non, mais les directeurs, ils ont quand même... Chaque directeur a 5-6%, ils sont 6 ou 7. Et puis, c'est les directeurs décident que moi, je dois être mis dehors. Ben, je dois l'accepter quand même. Oui. C'est que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais c'est un peu subjectif. C'est quand même, ils sont devenus mauvais, les 6 personnes, 7, 10, sont devenus mauvais. Ils ne sont pas devenus mauvais tous en même temps.
Ok. Donc c'est l'intelligence Du groupe. collective, l'intelligence émotionnelle du groupe qui doit primer. Donc l'individu ne sert plus à rien, quoi. Donc c'est une entité, hein. Donc il faut voir ça comme une entité. Chaque personne n'est pas importante. Enfin oui, elle est importante, mais l'entité est encore plus importante. C'est ça. On travaille pour Easy, quoi. Donc, et tout le monde tire dans la même direction. tout le monde est dans la même direction. Hein. Donc, on pense que pour devenir positif. On ne peut pas râler. Oui, on peut râler, mais il faut proposer des solutions alors. Il faut proposer des solutions, mais... Ok, intéressant. Ouais. J'ai compris. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'un patron d'entreprise puisse dire mais non, je vais perdre le contrôle, je vais perdre, je ne maîtrise plus les actionnaires et tout. Mais quel bonheur, enfin, ils me protègent tous, mais vraiment. Pourquoi ils te protègent? Parce que tu... Parce que moi je les protège avant, je les ai protégés, je suis bon, je suis correct. Et donc, enfin, ils vont pas, oui. Je leur vends des actions, enfin... Ok, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'un patron, il se plaint souvent en disant ouais, mais bon, les jeunes de maintenant, ils quittent, ils sont directement, dès qu'il y a un problème, ils quittent, c'est pas bien, les temps ont changé. Mais moi, personne ne me quitte, hein. Personne. Hein. Donc, quand quelqu'un travaille pour moi, il ne me quitte pas. C'est la question suivante, en fait, d'un autre membre qui vient. L'actionnariat n'étant probablement pas le seul levier, quelle stratégie a été mise en place pour attirer et retenir les employés en informatique? Parce que c'est un marché très concurrentiel. L'actionnariat est un des leviers, mais c'est quoi les autres leviers? Levier, c'est les ingrédients du bonheur. La personne doit sentir que vous voulez son bien. Quand quelqu'un quitte, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une entreprise, c'est qu'il y a eu... c'est que le système a failli, c'est qu'à un certain moment, il n'a pas reçu assez d'amour, assez de partage. Peut-être qu'il ne performe pas bien. Il pense qu'il performe bien, ou peut-être qu'il s'est trouvé une planque. Mais ça, on peut arrêter. Non, je parle de quelqu'un qui part. Ok. Il ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui se trouvait une planque, qui ne veut pas vraiment performer comme pas possible. Il veut se trouver une planque. Mais ça, c'est le manager qui doit arrêter avec lui. Exact. Ça, c'est moi, je parle de quelqu'un de performant qui quitte l'entreprise. Exact. Ça, ouais. Il y a eu un problème quelque part. Mais moi, nous, chez Easy, on a, et même à la RAL, on a le pourcentage de haut potentiel le plus élevé de Belgique. Et ça, tu fais grâce à ce que tu racontais. Mais quand quelqu'un rentre avec haut potentiel, il ne part pas. Parce qu'on fait tout pour qu'il reste. On fait tout pour qu'il reste. On ne fait pas pour lui. C'est que lui se sent tellement dans un environnement propice qu'il ne va pas partir. Il sait qu'il peut devenir actionnaire, il sait qu'il peut devenir CEO, il sait qu'on lui donne de la confiance, qu'on lui donne de l'amour, qu'il a un salaire qui est en fonction de ses résultats. Mais pourquoi est-ce qu'il va nous quitter? C'est comme dans un couple. Quand un couple se sépare, c'est qu'il y a... Est-ce qu'un couple qui s'entend bien, où tous les besoins sont satisfaits, un couple il ne se sépare pas. Enfin, d'accord, oui, tout à fait. On se sépare quand il y a un problème. Hein, donc, oui. Mais si jamais tu essaies de monter au grade quelqu'un, essaie de le rendre plus performant, mais on n'y arrive pas. Mais il reste au niveau en dessous, quoi. Il reste au niveau en dessous. Mais moi, j'ai besoin quand même de gens... Il faut juste qu'il accepte. Mais si quelqu'un est au niveau en dessous, qui fait le maximum, pourquoi je dois arrêter avec lui? Je peux arrêter si une personne n'est pas consciente de ses limites, qui veut quand même monter alors qu'il n'a pas le niveau. Et qui râle, oui, je mérite d'être... Je mérite. Et puis... Mais si quelqu'un qui n'est pas 10 sur 10, n'est pas à haut potentiel, il a un 7 sur 10. Il n'est pas mauvais. Mais dans son niveau, il est... Dans son niveau. Est-ce que tu le gardes alors? Je le garde. Mais est-ce que c'est à haut potentiel ou pas? Non, ce n'est pas haut potentiel. Okay. Haut potentiel, c'est à 10 sur 10. Ce sont ceux qui vont devenir managers ou directeurs ou experts dans leur domaine. D'accord. Oui. Mais on ne peut pas avoir que des hauts potentiels. Mais si on en a sur 500, si j'ai... 30, 40, 50 au potentiel, c'est quand même formidable. Hein, donc, c'est ça. Oui. Et donc Jean-François me disait, et Thomas, j'ai été manger avec eux il y a 15 jours. C'est qui? Les deux CEO. Ils me disaient, waouh, Salvatore, il y a la relève qui est là, c'est génial. Moi, c'est mon cœur. Donc ils me disent, la relève est là. Thomas, il a 39 ans. Hein. Combien? 39 ans. Okay. Il dit, la relève est là, il y a des gens qui sont bons, Salvatore. Génial.
C'est ça la Pourquoi il n'y a leçon. que chez Easy qu'il y a des gens... Pourquoi chez Easy il y a autant de gens capables alors et pas... Enfin, Mais c'est ce qu'on a fait ici, on a essayé de parcourir, c'est best workplace. Pourquoi? Parce qu'il faut introduire la demande, faire les enquêtes, comprendre un peu qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Ensuite, c'est les 5 valeurs que tu as définies. Et ensuite, c'est donner la possibilité de gagner plus grâce aux actions, les variables et les fixes. Il y a tout ça, quoi. tous ces éléments-là, quoi, oui. Ok, cool, ça marche. Merci pour la réponse. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie d'Easy. Quel rôle tu joues au sein de Easy et quel est ton salaire aujourd'hui chez Easy? Donc je n'ai plus de rôle chez Easy. Donc je suis président du conseil d'administration, mais c'est juste honorifique. Je vais manger avec les CEO tous les 6 semaines et avec les directeurs, oui, pas tous, mais avec la plupart des directeurs, tous les 3-4 mois, je vais manger. Et donc j'ai juste un rôle consultatif. Donc je n'ai pas plus de rôle chez Easy, même le conseil d'administration. Je n'interviens pas dans les décisions de rachat d'entreprise. Je n'interviens pas chez Easy. Je travaille aujourd'hui dans une filiale quand même de Easy, puisque Easy a investi 1 million sur les 8 millions, donc Easy a 15% du club de la HAL. Vous devez savoir qu'à partir d'un certain âge, le salaire diminue. Donc moi, chaque année, je diminue de salaire. Chez Easy? Chez Easy, parce que j'ai plus de 52 ans, donc mon salaire diminue. C'est encore une règle de chez Easy? Oui, à partir d'un certain âge, le salaire diminue. Il n'y a pas d'index, au contraire, le salaire diminue. C'est permis, ça? Qui va porter plainte? Enfin, on a défini les règles entre nous, donc oui. Parce que normalement, diminuer le salaire, c'est pas possible. Tout est possible. Oui, ciao. Si tout le monde est d'accord, oui, pourquoi pas. D'accord. Oui. Je ne sais pas si c'est légal. Légal, Même si les deux parties vous êtes d'accord, il faut que ça respecte la loi. Ça nous est égal, quoi. Oui, je sais, oui. En plus, c'est les directeurs, en plus c'est du société de management, donc ils facturent moins par année. Ah, ça c'est autre chose, ok. Ils facturent moins par année, et moi je suis payé, je pense, à 2/5 au niveau le plus bas, quoi. C'est ça, donc par contre tu peux diminuer le salaire en disant que tu changes le contrat en travaillant moins du temps. Et alors là, non, je travaille moins, plus ton fixe est diminué. Donc j'ai 2/5 du salaire fixe minimum en tant que manager, quoi. Donc, et donc ça représente combien? Je ne sais pas moi, ça représente peut-être 80 000 € que je peux facturer, quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, oui. ok. 80 000 € par an, d'accord. Oui. La question suivante était en rapport la question suivante était en rapport avec les étapes qu'il faut franchir afin de pouvoir laisser la société tourner d'elle-même. Et si je comprends bien, en fait, ton tableau de bord de contrôle de la société n'existe pas puisque tu as formé tes CEO et tes directeurs à tel point que ce sont des collaborateurs à haut potentiel, ils savent gérer la boîte tout seuls comme des grands. Ils le font mieux que moi. Évidemment, une fois par an, c'était il y a 3 semaines, ils m'ont présenté le KPI 2 fois par an, ils me présentent les KPI de la société. Et donc j'ai une bonne réunion avec eux, mais ils le font juste par fierté et juste pour m'apporter du bonheur. D'accord. Et si jamais demain, les KPI montrent des chiffres négatifs, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Des chiffres négatifs. Les KPI négatifs, tu vois. Ce modèle d'Easy, c'est quasiment impossible. Ce qu'on peut faire, c'est moins de croissance que prévu, mais on ne peut pas perdre de l'argent, c'est impossible. Parce que tes clients ont installé le logiciel comptable, donc chaque et année, du coup, ils sont obligés de le payer et renouveler tout ça. Mais ils peuvent switcher, aller ailleurs. On n'a qu'à, sauf que la plupart des consultants sont actionnaires, qui se donnent à fond pour garder les clients. Les clients, ils sont ravis du modèle de Easy, parce qu'ils ont une stabilité incroyable, donc très peu de clients nous quittent. Vous devez imaginer, c'est 150 personnes qui sont propriétaires de la société et qui font tout pour que la société aille mieux. Sur les 400 en tout? Sur les 500. 500 en tout? Ok. Oui. Donc c'est... Les clients sont contents, quoi. Les clients sont vraiment, vraiment contents. Et en plus, c'est ça.
Et donc c'était quoi la question? C'était les étapes pour rendre la société autonome. Il y a quand même quelques KPI qui sont importants pour moi. Le KPI qui est le plus important pour moi, à la limite je ne regarde que celui-là. Il y en a d'autres, il y a des dérivés, hein, mais le KPI, et quand je discute avec des sociétés que je rencontre pour un peu aider, c'est le bénéfice moyen par mois homme. Donc en fait on prend le bénéfice de l'année. Normalement il faut faire ça par mois. Hein. On prend le bénéfice de l'année, on regarde combien de personnes j'ai dans la société, mais mois par mois, parce que si la société grandit, c'est mois par mois, et je divise le bénéfice par le nombre de mois hommes, hommes ou femmes. Hein. Donc, tu regardes qu'est-ce que je veux dire chaque employé. Chaque employé, qui soit, peu importe la fonction, c'est la moyenne. Quoi, il doit grandir, je suppose. Et il doit grandir, même si la société grandit, il doit grandir. Et même si on rachète, ça ne sert à rien de grandir et de faire diminuer ce KPI. Il faut que ce KPI reste toujours, donc on peut passer de 400 à 500, mais il faut que ce KPI continue même encore un petit peu à grandir. Génial comme paramètre. Et donc, et moi je dis, dans l'informatique, en dessous de 2000 €, c'est pas bon. Il faut vraiment, le minimum, ça doit être 2000 €. Donc si une société a 20 personnes, il doit faire du 400 000 €. 20 000 x 2, 40 000, x 12, 480 000. 2 000 €, ton KPI c'est 2 000 €, c'est ça? 2 000 € par mois, puisqu'ils sont 40. J'ai dit 20 ou quoi? J'ai dit 20. 20 x 2, 40 000, 12 mois, 480 000 €. Dans tous les cas, nous, quand on rachète une société, je regarde ça. Si une société est à 1500 ou est à 1000, je sais qu'elle a une marge de progression énorme. Le bénéfice par personne n'est que de 2 000 € par mois. Oui. C'est pas beaucoup, ça. On peut faire le compte, quoi, oui. Une société de 20 personnes qui gagne 400, c'est pas beaucoup, mais moi je dis que ça c'est super. Si une société de 20 personnes fait 480 000 € de bénéfices, c'est quand même pas mal, ça, non? Bon, moi je trouve que c'est bien, mais bon. Parce que le coût d'une personne par mois, c'est plus ou moins, on va dire, 6 000, 7 000 €. Et elle va rapporter que 2 000 en moyenne. C'est ça, donc tu fais 30% de marge. C'est bien quand même. Okay, oui. Ça. Okay. Et chez Easy, on est à, je pense qu'on doit être à 2006, 2007. Okay. Et l'idéal, c'est d'avoir 3 000. Merci beaucoup pour ce insight et ce life hack. C'est le KPI qu'il faut contrôler, c'est le bénéfice par employé par mois qu'il faut contrôler. Oui. Il faut que ça ne descende pas en dessous de 2 000 €. Non, 2 000 c'est bien. Si on est à 1000, ça veut dire qu'il faut, risqué. Oui, il faut vraiment monter. C'est quoi l'autre KPI que tu regardes? Et maintenant, je regarde quand même un KPI par manager. Ah, c'est-à-dire? Puisque plus on a le bénéfice par mois manager. Ça doit augmenter aussi. Alors, je ne sais plus le chiffre qu'on a, mais il doit augmenter également. Chaque manager doit devenir de plus en plus performant dans son équipe. D'accord, ok. Merci pour on retient. La question suivante était en rapport avec le nombre de parts que tu as. Tu m'as parlé déjà de ça au stade, à 45%, 42, je pense. 42. 42, oui. Quelle est la valeur? On le sait aussi, tu m'en as parlé, je crois que c'est 20 millions, je pense. 20 millions, c'était il y a 12-13 ans. Quoi, donc, ok, aujourd'hui, la société est valorisée à combien? 150 millions, tu as dit? Oui, peut-être 150 millions. Et 45%, c'est 60 millions. 60 millions, d'accord. Oui. Quelle est ta stratégie par rapport à ces actions? Tu vas les vendre, tu vas les transmettre? Je vais les vendre au fur et à mesure, je vais les vendre aux employés. Et peut-être que dans 4-5 ans, je vais encore vendre 10-15% parce que je trouve que mes directeurs et mes managers méritent. Et puis un jour, je pense que je garderai au moins 5%, mais un jour, je vais descendre à 5 et peut-être un jour à 0. Je ne sais pas, je ne me pose pas ces questions-là. Est-ce que tu veux transmettre ces actions-là à tes enfants ou est-ce que tu veux les vendre et c'est tout? Peut-être que... ça restera, peut-être 5% resteront dans la famille, mais après je verrai quoi. Mais Stéphane n'ira jamais chez Easy. Enfin, non, c'était pas ça la question, hein, mais Stéphane est à la RAL, il n'ira jamais chez Easy. Quoi. Donc, Stéphane est l'actionnaire de la RAL. Stéphane est aussi actionnaire de la RAL, oui. On y arrive. Quel est le business model d'un club de foot et d'où viennent les revenus principaux?
En fait, le business model, dans mon état d'esprit, moi, ce que je souhaite juste, c'est que le club soit le plus performant possible et que tout l'argent qu'on gagne, on puisse avoir des réserves, mais surtout le réinvestir dans les infrastructures, dans la formation, dans l'équipe. On n'a pas un modèle business de gagner de l'argent. D'accord, ok. C'est plus un objectif sportif. Non, j'aimerais bien que l'Aral gagne de l'argent, mais il n'y aura pas de distribution de dividendes. Il n'y aura pas de distribution de dividendes. Il y aura peut-être une fois une distribution de dividendes pour rembourser les gens qui ont investi avec leur cœur. Et après, il n'y aura plus de distribution de dividendes. L'argent restera tout le temps dans le club de foot. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un projet plus social et sociétal. Mais j'aimerais bien que l'Aral gagne de l'argent, mais pas ses actionnaires. Que l'Aral gagne de l'argent. Ok, je reviens par rapport au modèle de revenus. Donc, il y a le sponsoring. Il y a la fédération paye quelque chose? Non, hein. Au contraire, c'est vous qui payez la fédération. Donc, au niveau amateur, il y a principalement le sponsoring, puis il y a les entrées au match, mais qui sont très limitées, et puis les consommations dans les buvettes et les cotisations des jeunes. Et il y a aussi le business club. Ça, c'est le sponsoring. C'est le sponsoring pour toi. Oui, ok, c'est ça. Le sponsoring, quoi. Oui. Ok, c'est ça, pardon. Ah oui, il y a les réceptions d'avant-match. Mais quand je voulais dire buvette, c'est buvette et réception d'avant-match. Tout ce qui est catering, quoi. D'accord, génial. Ok, comme ça, c'est le football amateur. C'est ça. Et professionnel? Et professionnel, il y a d'autres revenus qui interviennent. Bon, évidemment, la publicité et la visibilité devient encore plus importante parce qu'il y a la TV, il y a les droits TV et il y a la vente des joueurs. Et puis, il y a, si tu participes à des Coupes d'Europe, tu as également des revenus. Et la difficulté, c'est celle-là. Hein. Donc, tu dois oser investir pour jouer des Coupes d'Europe. Ah, tu investis pour jouer à la Coupe? Ben non, mais tu dois recruter des très bons joueurs. C'est ça, dans ce sens-là, ok, d'accord. Pour être en Coupe d'Europe. Si tu es en Coupe d'Europe, tu as des revenus que l'UEFA te paye. En plus, tu vas pouvoir vendre de manière plus intéressante des joueurs que tu as, mais tu dois investir pour entrer en Coupe d'Europe. Investir dans les joueurs. Dans les joueurs, mais pour participer à eux. Non, tu dois gagner, tu dois être bien placé dans le championnat. Mais pour être bien placé dans le championnat, tu dois avoir des bons joueurs. Tu dois avoir des bons joueurs. Et les clubs qui arrivent à s'endetter pour faire des équipes performantes, mais le danger, c'est de ne pas trop s'endetter par rapport aux revenus. Mais de toute façon, la plupart des clubs de foot vivent toujours au-dessus de leurs moyens. Toujours. C'est toujours des paris sur le futur. Bien sûr. Toujours des paris sur le futur. D'accord. Ok, quels sont les coûts principaux? Combien sont payés les joueurs? Ce sujet-là a déjà été abordé dans le vestiaire, mais quels sont les coûts principaux, à part le budget équipe de foot? Aujourd'hui, chez nous, le coût le plus important, c'est les joueurs et le staff de gestion, puisqu'on a 20 collaborateurs, ça c'est le coût important, et peut-être aussi l'amortissement des infrastructures. Okay. Et les frais financiers, hein, tout ce qui est crédit, intérêt. D'accord. Ces questions-là sont plus par rapport à la personne qui veut se lancer dans la création d'un nouveau club de foot et comprendre un peu comment ça fonctionne le mécanisme d'un club de foot. Comme ça, il sait à quoi s'attendre. Le problème de tous les clubs sportifs, c'est que moi, je me souviens quand j'ai fondé l'Aral, j'ai dit qu'on allait recruter un vendeur. On m'a dit, mais t'es fou, ça va jamais être rentable. Heureusement qu'on a recruté un vendeur, parce que le vendeur, il a tout de suite vendu des contrats sponsoring. Et finalement, c'était intéressant. Et maintenant, on en a 4. Donc moi, je dirais aux clubs sportifs, ils doivent oser recruter un vendeur. Mais c'est du courage, hein, recruter un vendeur, c'est 60-70 000 euros. Si ça ne marche pas, et il ne faut pas vendre du sponsoring, on vend un projet social, sociétal. C'est ça. Pour moi, c'est ça le secret. Hein, donc, Ok. Alors, voilà, je sais que tu as instauré le même fonctionnement que chez Easy par rapport à l'actionnariat ici, chez RAL. Pas tout à fait, hein, mais parce que... Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a-t-il des différences quand même avec le système de Easy? En fait, chez Easy, les actionnaires travaillent dans la société. Exact. Okay. Ici, c'est une communauté. Les actionnaires, les 350 actionnaires, il y a 350 actionnaires, 40 administrateurs. Ils ne travaillent pas dans la société. Les employés sont aussi actionnaires. Eux, ils travaillent, mais il n'y a que 20 employés qui sont également actionnaires. Donc, ce n'est pas tout à fait le même modèle, puisqu'il y a
Bon, voilà, il y a des gens externes au club, mais qui ont investi parce qu'ils aiment le club. Pour moi, c'est important qu'ils soient ambassadeurs et qu'on crée cette communauté, quoi. D'accord, mais est-ce que moi je peux devenir aussi actionnaire de maintenant, Laval? Plus maintenant, mais quand il y a une augmentation de capital, donc 4, 5 ans, 3 ans, on fera de nouveau une augmentation de capital, si on a besoin de trésorerie, et les gens auront la possibilité de nouveau de devenir actionnaires, quoi. Comment ça va fonctionner? Est-ce que tu vas mettre une affiche, tu vas communiquer via... C'est sur Facebook, hein, on communique sur Facebook et les gens peuvent devenir actionnaires, mais bon... Et c'est géré comment? Comment est-ce que vous gérez les 350? Pas avec un livre de part? Là, je pense que comment ça se passe, on a tout un fichier pour les assemblées générales, on les invite régulièrement, je pense qu'il y a 2 assemblées générales. Ça se fait relativement facilement. Ça se fait facilement. Bon, maintenant, ce n'est pas de l'investissement, c'est investissement de cœur. Donc, tu ne vas pas investir dans la RAL parce que ça ne t'intéresse pas. Mais si tu étais louviérois, peut-être que ça t'intéresserait. Mais on est surpris qu'il y a pas mal de monde hors de la Louvière qui investissent également dans le projet, quoi. Des amis, des connaissances qui investissent parce qu'ils aiment l'idée, quoi. Donc, ils aiment l'idée et ils aiment aussi la personnalité qui est derrière. Probablement qu'ils me font qui a confiance, ils savent que je ne suis pas là pour les voler, je suis là pour bien gérer, et ils savent que je n'ai pas besoin de leur argent, et donc c'est aussi une opportunité que je leur permets, quoi. Donc, Par contre, ce n'est pas le même fonctionnement que chez Easy. Est-ce qu'un actionnaire qui a un peu de part dans le club, il a envie de vendre les parts? Il peut revendre. Il peut le vendre à tout moment. Il peut revendre à tout moment, il faut qu'il y ait un acheteur. C'est ça, le club ne peut pas en racheter? Quelquefois on achète, quelquefois on dit non, vous n'avez qu'à trouver vous un autre actionnaire, ou on dit on verra l'année prochaine, on verra. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Et aujourd'hui tu es actionnaire principal et majoritaire? Actionnaire, oui. Majoritaire ou pas? Bien, oui, parce qu'avec la dernière augmentation de capital, 6 millions, on voulait 6 millions, et moi j'ai dit je vais mettre la différence par rapport aux 6 millions. Par rapport à l'objectif. On a trouvé 1,5 million, et donc moi j'ai rajouté 4,5 millions pour atteindre les 6 millions. C'est toi qui as rajouté, personnellement? 4,5 millions, plus 500 000 à la base. Bien sûr. Donc je pense que j'ai 5 millions sur 8 millions. D'accord, donc tu es de toute façon majoritaire? Majoritaire, oui. Et il y a 1 million. 6 millions, et les deux autres millions sont répartis. D'accord. Et le subside là-dedans, il est où? Non, les subsides, c'est dans la partie construction. Là, c'est vraiment les parts de la société coopérative. D'accord, ok. Quelles sont les difficultés d'un club de foot? Il y a beaucoup de difficultés dans le club de foot. Il faut investir dans les infrastructures, on n'a pas les moyens, il faut faire des crédits, les banques ne veulent pas le faire. On espère toujours plus de supporters, il n'y en a jamais assez. Les parents, les cotisations des jeunes ne sont pas, à mon goût, assez élevées. Peu importe le prix, souvent il va y avoir des plaintes que c'est trop cher. Les parents ne sont jamais assez contents, enfin je parle toujours de 10%, hein. La plupart sont contents. Les parents recherchent trop la performance chez les enfants, toujours de nouveau 10%. Si l'enfant passe par exemple en catégorie B, ils ne vont pas être contents, ils vont changer de club parce qu'ils disent oui mais mon fils est capable de jouer en A plutôt qu'en B. Donc tous ces problèmes relationnels sont très compliqués. L'équipe première, quelquefois les résultats sont bons, quelquefois c'est pas bon. Les supporters émotionnellement sont touchés, ils commencent à critiquer, ils critiquent l'entraîneur, ils critiquent les joueurs, ils critiquent la direction, la presse en profite. Et il faut garder le calme par rapport à tout ça. Puis là, on a les ultras qui en plus créent des problèmes. On n'a pas assez de sponsors, des sponsors qui quittent. C'est autre chose qu'Easy en fait, c'est une autre aventure. Et donc, mais à côté de ça, on construit des centres de formation, on a l'occasion de monter des divisions, de gagner des matchs, de partager des émotions, de voir des parents contents, de voir des enfants contents. Et ça, c'est agréable, quoi. Ok, génial. Okay, mais ça change de ton aventure précédente d'Easy. Ici, tu touches de plein d'autres nouveaux sujets pour toi, en fait. C'est une belle ça aventure. reste de toute façon des relations humaines. Bien sûr, toujours. Ça reste des relations humaines, quoi. Donc, Ok.
Quelqu'un qui a envie de créer un nouveau club de foot, par quoi est-ce qu'il doit commencer? D'abord, il doit bien réfléchir, hein, donc il doit bien comprendre pourquoi il doit le faire. Il adore le foot, il a les moyens. Pour moi, ce n'est pas des bonnes raisons. Moi, je l'ai fait parce que je suis louviérois. J'ai commencé à jouer au football à la Louvière. J'avais le temps, puisque j'étais plus chez Easy. On n'a pas parlé de ça. Pourquoi j'ai quitté Easy, hein. Donc après, on en parlera. Donc moi, j'avais le temps. Et la Louvière est quand même une ville de football où il y a un potentiel. Et donc il faut vraiment réunir tous ces éléments. Il ne faut pas juste dire, tiens, je vais être président de club. Moi, j'avais été sollicité pour être le président de Mons quand ils étaient en Division 2. Il n'y avait pas d'intérêt, je n'avais pas de légitimité. Je suis pas de Mons, je suis un Louviérois, j'ai joué à la Louvière, j'ai quand même assez bien réussi dans la vie, donc c'est normal que je crée ce club et je vais le faire toute ma vie. Toute ma vie. À un certain moment, je vais sortir, mais je ne sortirai du club que quand je suis sûr qu'il ne risque plus rien. Il ne faut pas un président qui fait un caprice, devienne président, rachète un club, et après 4-5 ans, on a marre et qu'il laisse tomber, parce que ça fait beaucoup de dégâts, quoi. D'accord. Ok. Donc il faut créer un club de foot pour des convictions morales, sociétales. Avoir le temps et avoir toutes ces convictions-là, quoi. D'accord. Et pour ton départ de Easy, ça c'est la partie qu'on n'a pas encore couverte. Oui, donc ça a lieu en 2016, où j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment de challenge, j'ai un manque d'énergie flagrant, je suis moins courageux pour prendre des décisions chez Easy. Donc c'était en 2016, donc j'ai 53 ans. Hein, je réfléchis beaucoup et je décide de finalement donner la main, de faire un demi-pas de côté et de faire le pari de laisser gérer la société par le comité de direction. Il n'y a pas les deux CEO, hein, il y a le comité de direction. Mais je sais que c'est difficile et d'ailleurs j'ai du mal à prendre ces décisions parce que qu'est-ce que j'allais faire de mon temps? Peu importe, si tu t'amuses plus dans ton boulot, tu le quittes. Oui, mais quand même, hein, quand on est en haut de la pyramide, on faut avoir du courage. Hein, donc, tu l'as déjà fait plusieurs fois dans ta vie, à chaque fois c'était une réussite. Donc. Mais c'était quand même la décision la plus difficile. Je suis passé par une zone un peu de blues. Qu'est-ce que je vais faire? C'était pas évident. Mais tu étais dans une zone de confort de malade, ça c'est par contre. Et puis j'ai pris la décision et je me suis lancé 3 projets. J'ai dit, OK, on va écrire un livre, puisque j'en ai des conférences depuis 3-4 ans qui expliquent les conférences. C'était un premier challenge. Je n'avais pas envie d'écrire un livre, mais bon, voilà, avec Vincent, c'était super. Pendant 6 mois, on a écrit ce livre. Le deuxième challenge, c'était de créer la RAL. Et troisième challenge, j'avais envie de lancer une fondation. Mais j'ai laissé tomber pour la fondation. Et j'ai lancé la RAL. Mais je n'ai pas d'abord lancé la RAL et puis quitté Easy. J'ai d'abord quitté Easy et puis pendant 1 mois, je me dis qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai décidé de lancer la RAL. Okay. Donc pendant tout ton parcours, à chaque fois tu sortais des zones de confort. Tu aurais pu rester chez IBS, tu aurais pu... D'abord rester joueur professionnel. Hein. C'est ça. Parce que ça te rapportait déjà de l'argent. Ensuite, tu aurais pu rester directeur général de IBS. Oui. Tu aurais pu vendre tes actions à Christian et profiter. Exactement. Tu aurais pu rester chez Easy, à la tête de Easy, et continuer à tourner la boîte et gagner tes 150 000 euros. Oui. 150, c'est fixe plus variable. C'était le fixe. Hein, avec le variable, c'était 300 000, hein, je pense. Ça. Exact. Oui. Tu aurais pu faire ça. Et non, à chaque fois, tu quittes les emplois, tu sors de la zone de confort pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure entrepreneuriale. Nouvelle aventure créative, parce que tu as besoin de cette créativité, tu as besoin de nouveaux projets, de créer de nouvelles liaisons neuronales. Ah oui. Ça, tu en as besoin, et ça, n'importe qui en a besoin. Et ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde, que tu sois employé, entrepreneur. C'est ça que je dis qu'il faut agir, quoi. Le dernier mot du livre, c'est agir. Il faut agir, quoi. Il faut se mettre en mouvement. Si jamais on s'ennuie au travail parce qu'on ne l'aime pas, on l'aime moins, malgré les conditions de confort que peuvent y être installées, on doit le quitter.
Exactement. On doit changer, on ne doit pas se bouger. plaindre. On doit se plaindre. Pas se plaindre, on doit faire autre chose pour son propre équilibre. Exactement. Et je pense que ça rejoint aussi la pensée du fait qu'un entrepreneur ou n'importe qui d'autre ne doit jamais sortir à la pension, parce que pour nous, le travail, c'est du plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec entrepreneur. Hein. En fait, le travail, c'est la vie. Pour se sentir accompli, on doit travailler, mais il faut travailler et le bonheur va venir avec le travail. Exactement. Il faut que le travail te plaise. Et alors, je ne sais pas, moi, si le travail doit te plaire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Et ça va venir, ça va venir. Je suis sûr que si j'avais été jardinier, je suis sûr que j'aurais adoré ce métier de jardinier. Et j'aurais fait de magnifiques jardins. Exact, et j'aurais une grosse entreprise de jardinage. Ah, nouveau, tu allais devenir entrepreneur? J'aurais entrepreneur parce que j'aime fédérer, parce que j'ai cette capacité à fédérer et à réunir des gens. Est-ce que tu aurais pu être jardinier pendant 40 ans, en tant qu'employé? Jamais, non, jamais. Mais j'aurais aimé le métier de jardiner. Je veux dire, tout est beau dans la vie. Il faut agir, il faut se mettre en mouvement, il faut bouger, quoi. Donc, exact, ok. Ouais. Salvador, est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je n'ai pas posée par rapport à ton parcours professionnel, ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce que je n'ai pas couvert? Ou oui, peut-être qu'on n'a pas assez parlé de la famille. La famille, c'est parti. La famille, quand même, allez, c'est quand même important. Le premier projet, c'est la famille. Comment le réussir convenablement? La famille, donc... Comment trouver ta moitié? Moi, j'ai de la chance incroyable. Voilà, j'ai des enfants magnifiques qui sont mes priorités. Mon épouse, évidemment, il y a eu des hauts et des bas, mais on a surmonté toutes les difficultés. Et donc, il ne faut pas oublier la famille, les amis. Pour moi, tout ça, c'est important. Vraiment. Pour avoir un équilibre professionnel, entre autres. Même si je n'ai jamais de soirée avec mes amis, hein, jamais. Mais quand je les vois, je suis heureux de les voir. Je ne suis pas quelqu'un de très amical, qui va passer du temps, rien que pour passer du temps. C'est pas dans ma mentalité. Aller manger avec quelqu'un juste par... plaisir, c'est très rare. C'est parce qu'il y a eu un prétexte pour organiser un rendez-vous. Mais par contre, quand je vois un ami d'enfance, ma famille, mes nièces, mes neveux, ça c'est important. Donc, oui. Ok, donc tu dis que n'importe quel entrepreneur doit aussi avoir cette partie famille, ce qui crée un certain équilibre personnel, individuel. C'est important. Oui. Les enfants, tout faire pour que ces enfants soit bien, c'est quand même aussi extrêmement important. Moi, je gâte terriblement mes enfants, et plus je les gâte, moins eux jouent les gâtés. Donc, c'est-à-dire qu'ils gardent leur valeur humaine forte, et ça me donne beaucoup de plaisir. Donc, de les voir avec beaucoup de maturité à ce niveau-là. Mais si ton fils vient ici et te dit « Papa, j'ai envie d'acheter une Ferrari à 600 000 €, tu l'achètes ?» Mais il ne demanderait jamais. Bon. Il a quand même demandé que je l'achète pour moi. Lui, il a demandé est-ce que toi, tu t'achètes ça? Il a dit, allez, achète-toi une Ferrari. Je l'ai quand même acheté. J'ai une Ferrari maintenant depuis 2 ans. J'ai roulé 1000 km en 2 ans. Je ne la sors jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais au moins, je ne dois plus y penser. C'est fait. Au moins, c'est fait. Un problème de régler. Je l'ai barré dans la liste. De la wishlist. Je m'en fous complètement. Vraiment. Mais elle est dans mon garage, quoi. Okay. Donc, c'est ridicule, mais bon, c'est pas grave. Mais si ton fils vient et te demande d'acheter lui une Ferrari, tu le fais ou pas? Mais il ne demanderait jamais. Si. Jamais. Mais si, il le fera. Je ne demanderai jamais, je lui achèterai une Ferrari. Ah, tu lui diras non. Donc ils ne sont pas gâtés. Pour moi, gâté, c'est un terme, tu dis oui à tout. Pour moi, gâté, c'est ça. Mais... Non, gâter, c'est leur rendre la vie la plus facile possible. C'est ça. Pour moi, gâter, c'est quand tu demandes quelque chose. Pourrir, oui. C'est ça. Pourrir, c'est ça. Enfin, mais gâter, moi, je rends la vie la plus facile possible pour eux. Donc, tout ce que je peux leur offrir pour leur rendre la vie, pour les rendre plus heureux, je vais le faire. Mais la Ferrari, c'est un caprice, ça. Mais gâter, pour moi, c'est un terme négatif. C'est vrai.
Pour moi, c'est Non, négatif. non, C'est une moi, connotation négative par rapport à. Et comment on dit alors pour... Non, je sais pas, être papa responsable Ah non, et non, le non, rendre, non, non, être, non. être là quand il faut. Ah et- non, non, ben moi je suis là quand il faut, hein, C'est ça. mais j'aime gâter ma petite fille, ma fille, mon fils. Pour moi, c'est Euh, négatif, le terme C'est gâter. vrai? Non, les Ah, gars. ok, allez. C'est genre être pour y gâter, ça c'est négatif. Pour y gâter, c'est encore Gâter, pire. c'est Moi, t'es bien, t'es bien, quoi. Moi, Benjamin. j'essaie de rendre Allez, les gens, vraiment, mes enfants, bien, mais je veux dire, enfin oui, D'accord. j'ai acheté un appartement à ma fille à Barcelone, bah, c'est normal que j'achète un appartement tu à l'as ma fille, quoi. Tu Oui. as enregistré auquel nom? À son nom? À ton À son nom? nom, À son nom. à son nom. Et Stéphane, il est pas jaloux en disant écoute, papa. Jamais, entre nous, il n'y a pas de jalousie, entre enfants, il ne peut pas y avoir de jalousie, puisque on est dans le partage et tout, pas de calcul, non, 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 D'accord, ça ok. n'existe pas. Ça c'est bien, tout ça c'est bien, quoi. Donc, Top, génial. tout ce que je peux dire, c'est qu'avant d'avoir réussi ma vie d'entrepreneur, je pense que j'ai réussi ma vie de famille, même s'il y a eu des hauts et des bas, j'ai réussi ma vie de famille, et ça je peux quand même être fier de ça, quoi. Donc, Ok, ouais. top, génial. Ouais. Salvatore, est-ce qu'il y a un autre sujet, point Il fallait quand même parler de la famille, parce que Pour toi, c'est important, alors oui. c'est important, on doit parler de la famille, quoi. Donc non, c'est bien. Mais je pense que la famille, c'est important pour que ton business roule bien. Si ta famille, il y a un souci avec la famille, ça va être répercuté tôt ou tard sur ton activité entrepreneuriale. Ouais, je Tu ne pense, seras pas bien dans ta tête, tu vas venir Et au je pense travail. que c'est à mon épouse, quand j'étais chez IBS, je me plaignais tout le temps. Oh merde, pas au bureau, mais à la maison, il m'embête, le DG, ceci, cela. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu pars pas? Exact. Et je suis parti, quoi. Donc, un peu grâce à elle, alors, oui, ok. Je vais lui rappeler ce soir, quoi, oui. Mais on va le rappeler dans la vidéo aussi. Comme ça, elle sera contente. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on devrait couvrir, une anecdote que tu as envie de Allez, raconter, on a partager bien... avec les... Oh là là, moi j'espérais qu'être libéré à 2h, il Je est sais, tu m'as dit- 6h30. Hein. C'est ça, heureusement que je t'ai posé la question, parce qu'on a besoin de toi plus de temps que J'espère ça. que j'ai pas d'autres rendez-vous, là. Ça, on Non, s'en fout. non. J'avais un autre rendez-vous, mais je l'ai annulé. C'est gentil, merci. Mais il était de toute J'avais façon un moins rendez-vous à important. 6h30, je l'ai annulé. Hein. C'est gentil. De toute façon, Et là, moi je j'ai ne plein de viens qu'une seule messages, fois, là. normalement, Oh tu vois. là là là, oui. Je ne viens qu'une seule fois et après, le but c'est de faire une belle vidéo. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour Jamais été joué, Merci pour dans le les temps. dents.